Merci, bonjour à tous. Alors effectivement, on a eu une première partie d'Assemblée Générale un peu traditionnelle, statutaire, et maintenant nous démarrons ce que nous appelons les rencontres du club, qui était un moment qui est devenu maintenant régulier à la mi-année et qui permet de faire un état des lieux de nos travaux en cours. Et on en aura d'autres, et on vous le dira d'ailleurs, je vous le dis dès à présent, un autre grand moment qui sera au moment de Batimat, du Mondial du bâtiment, le 2 octobre, un autre colloque important qui va nous permettre également d'apporter des compléments d'information. Voilà, donc on va se retrouver à plusieurs moments. Aujourd'hui, c'est un moment important dans la mesure où beaucoup de sujets vont être présentés avec beaucoup de qualité d'intervention et d'intervenants. Vous pourrez le découvrir. Les sujets sont riches d'intérêt. Il y a beaucoup de densité également de présentation, de diapos, de slides. Donc, on va essayer de tenir ce rythme. Alors, quelques éléments d'information, de précision sur le fonctionnement. Tout d'abord, la séance à laquelle nous participons est enregistrée, elle est captée, elle est filmée. Donc, il pourra y avoir un replay qui sera distribué à tout à chacun. Toutes les présentations, et il y en a de nombreuses en PowerPoint, sont également toutes accessibles, bien sûr, sur le site du club ou sur demande. Donc rien ne sera laissé au hasard et vous aurez toutes les informations. Nous avons distribué avec Caroline un programme. L'ordre du programme pourra être un tout petit peu bousculé pour des raisons pratiques et toutes simples, mais tous les sujets seront abordés également. Et ce que nous vous proposons, c'est que les questions soient peut-être plus regroupées à la fin, parce que ça sera plus simple pour des questions simplement d'organisation et de passage de micro. Donc, essayons de conserver les questions pour la fin, sachant, je vous le rappelle, qu'à l'issue de ce colloque, nous avons le pot de l'amitié, ou un vin d'honneur, appelons ça comme on veut, qui va se passer là où nous avons bu le café, et qui va permettre également de poursuivre nos discussions et questionnements. Donc on est ensemble pour un bon moment. Je sais que certains vont devoir filer. Bon, il n'y a aucun souci, bien sûr. Je le redis, vous aurez toutes les informations ultérieurement. Bon, alors, les rencontres du club, c'est effectivement un moment d'échange et un moment de restitution. Vous le savez, le club de l'amélioration de l'habitat mène, et Jacques l'a dit tout à l'heure, de nombreuses et régulières études économiques et études sociologiques. Alors, nous allons tout de suite démarrer par un sujet qui est d'importance et qui s'attache aux études sociologiques. Pour rappel et contextualiser, depuis maintenant plusieurs années, le club s'est engagé dans une démarche auprès, en ciblant celui que nous appelons l'habitant consommateur, qui est effectivement essentiellement le propriétaire occupant. Il y en a en France 18 millions, à peu près 11 millions dans l'habitat individuel et le reste dans l'habitat collectif privé. Hein. Et ces 18 millions de ménages, en fait, sont véritablement décideurs pour eux-mêmes. Et il nous est apparu important de pouvoir mieux connaître le fonctionnement de ces décideurs, leur cheminement. Et la meilleure façon de le savoir, c'est tout simplement de les interroger, mais de les interroger de manière rationnelle, c'est-à-dire effectivement en s'appuyant sur des organismes spécialisés dans les sondages d'opinion et en ayant la capacité de comprendre et de transposer ces résultats avec une lecture, une grille de lecture et une expertise sociologique. Voilà. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes entourés d'experts. Donc je vais vous demander de nous rejoindre. Alors Audrey Valin, alors j'avance, voilà. Audrey Valin, sociologue du cabinet Acte. Est-ce que tout le monde m'entend? Non? Oui, c'est bon, alors, c'est parfait, là, il a connecté. Audrey, voilà, et Annabelle Ressac, responsable de mission marketing chez TBC Innovation. Vous pouvez vous installer, vous avez un micro, vous avez même, alors vous pouvez mettre ici ou ici, comme vous voulez, je vais récupérer mes papiers. Et bien, je vais tout simplement vous laisser la parole. Alors, un mot quand même pour rappeler la raison pour laquelle nous nous sommes intéressés particulièrement à l'économie de la fonctionnalité. Bon, économie de la fonctionnalité ou économie d'usage. C'est un élément qui est intégré au sens large dans l'économie circulaire, qui elle-même est un concept qui est intégré dans le développement durable. Et dans le domaine du bâtiment, vous le savez tous, que la ressource et l'économie de la ressource est tout à fait essentielle, étant donné la limite des capacités de biens non renouvelables. Et donc, il est important aujourd'hui d'avoir une vision, une réflexion sur finalement une façon d'optimiser la consommation au travers de ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. Mais il nous est apparu intéressant de mesurer auprès des utilisateurs leur degré de compétence, de compréhension et d'appétence,
Et c'est la raison pour laquelle nous avons vraiment voulu faire appel à des spécialistes. Alors je vous passe la parole. Audrey et Annabelle, à vous de démarrer. Merci à vous. Merci. Du coup, ça marche pas, Jean-Pascal. Si, je crois. Pour qu'on nous entende. Si. Ouais, je... Ah, merci. Très bien. Sauf que là, il faut que je revienne en arrière. Oui, donc merci Jean-Pascal pour cette introduction. Donc effectivement, tu l'as rappelé, cette étude s'inscrit dans le cadre de l'Observatoire Habitants-Consommateurs. C'est une étude quantitative par questionnaire avec TBC Innovation. Et le questionnaire a été créé au sein de l'Observatoire par le groupe de travail. Donc on a constitué, à partir des réflexions menées par le groupe de travail et par mes investigations théoriques, on a construit un questionnaire qui avait un double objectif. Donc côté offre, d'envisager des offres techniques concrètes en économie de la fonctionnalité, ou dites aussi économie d'usage, j'utiliserai les deux, qui pourraient être soumises aux habitants consommateurs dans le domaine fonctionnel. Donc on est bien dans les équipements propres à l'habitat par rapport à des études qui sont conduites sur l'électroménager par exemple. Donc on a ciblé 3 domaines qui sont l'accessibilité, l'adaptation du bâti à l'autonomie des seniors par exemple et pour la mobilité réduite, le confort énergétique thermique et un 3e domaine de la connectivité pour tout ce qui est domotique, motorisation. Et du côté de la demande, donc de nos habitants consommateurs, l'objectif c'est de mesurer le degré de connaissance déjà et d'adhésion potentielle au principe même d'économie de fonctionnalité, afin de comprendre les leviers qui pourront être actionnés pour conduire les consommateurs à souscrire à ce type d'offre. Donc le questionnaire avait 3 grandes thématiques sur lesquelles on va donc revenir. La première, c'était la connaissance, donc quel est le degré de connaissance de la part des répondants. Le deuxième thème, c'était l'appétence éventuelle pour des offres. Donc là, on leur soumet des exemples d'offres. Et le 3e thème, c'était les motivations en matière d'économie de fonctionnalité. Qu'est-ce qui peut leur donner envie de souscrire ou à l'inverse, qui peut les limiter. On a essayé d'établir des corrélations en fonction de 3 grands critères, l'âge, la catégorie socio-professionnelle et le statut de propriétaire entre accédant ou acquitté, puisque j'avais derrière la tête une hypothèse selon laquelle les stratégies étaient peut-être un peu différentes selon qu'on paye encore un crédit, qui est finalement jamais qu'un loyer à la banque, donc finalement on n'est pas pleinement propriétaire, ou à partir du moment où on est réellement propriétaire, acquitté de tout crédit. Et puis donc, là, je vais laisser la parole à Annabelle, puisque TBC a mené l'enquête auprès de 1591 propriétaires occupants, représentatifs de la population française de propriétaires occupants, dans l'habitat privé, appartements et maisons individuelles. Et je te laisse la parole et les slides. Merci. Hop. Alors, je vais vous montrer d'abord les principaux, une synthèse des enseignements statistiques qu'on peut retenir à travers 4 chiffres. Donc le premier en jaune, où on a vu à travers cette étude que les propriétaires occupants interrogés avaient une forte connaissance du concept d'économie de la fonctionnalité, dont 25% de ces propriétaires occupants interrogés qui connaissaient précisément de quoi il s'agissait. En bleu, nous avons retenu ce chiffre-là qui est une très forte adhésion à l'une des 3 offres d'économie de la fonctionnalité dont parlait Audrey. Donc pour rappel, elle concernait l'accessibilité du logement, l'autonomie, l'accessibilité du logement, la connectivité du logement et le confort énergétique. Donc on peut voir que 88% sur les 1591 propriétaires occupants interrogés, 88% seraient prêts à souscrire à une offre d'économie de la fonctionnalité, donc 40% qui seraient tout à fait prêts à souscrire à l'une de ces 3 offres. Ensuite, en rouge, nous leur avons demandé d'associer, quel était le terme qu'ils associaient le plus à ce concept. Donc c'est le terme intérêt économique qui ressort. Et en vert, vous avez le dernier chiffre, donc 71% des propriétaires occupants interrogés ont pour motivation principale pour l'économie de la fonctionnalité de diminuer leurs factures. Donc suite à ça, on peut voir que l'environnement est plutôt favorable par rapport au concept d'économie de la fonctionnalité pour les équipements de l'habitat. Donc, partant de ce constat, nous avons voulu creuser en 3 profils différents ce que pensaient les propriétaires occupants. Donc, nous avons ciblé les propriétaires occupants qui étaient tout à fait prêts à souscrire à l'une des 3 offres d'économie de la fonctionnalité. Donc, par rapport à l'offre concernant le confort thermique, ils sont 26% de notre échantillon à être tout à fait prêts à souscrire à une offre pour un meilleur confort thermique.
ils sont 20% à souhaiter, à être tout à fait prêts à souscrire à une offre d'économie de la fonctionnalité pour rester autonomes dans leur logement, et ils sont 15% à être tout à fait prêts à souscrire à une offre d'économie de la fonctionnalité pour la connectivité du logement. Donc partant par là, nous avons relevé les traits saillants de chacun de ces trois profils qu'on peut voir. Donc pour les propriétaires occupants interrogés et tout à fait prêts à souscrire à une offre d'économie de la fonctionnalité pour le confort énergétique, ils ont entre 40 et 59 ans et sont ouvriers, employeux ou ont une profession intermédiaire. Pour le profil des répondants de la seconde offre, évidemment, on se doute, ce sont quand même des propriétaires occupants un peu plus âgés qui ont 60 ans ou plus et qui sont retraités. Et à l'inverse, pour les propriétaires occupants tout à fait prêts à souscrire à une offre d'économie de la fonctionnalité pour la connectivité du logement, ce sont plutôt des propriétaires occupants jeunes puisqu'ils ont moins de 40 ans, ils sont cadres ou alors ont une profession intellectuelle supérieure. Donc, suite à ça, nous avons voulu interroger quelles étaient leurs motivations secondaires, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, la motivation principale de l'échantillon pour l'économie de la fonctionnalité était une diminution de la facture. Donc pour les propriétaires occupants tout à fait prêts à souscrire à une offre d'économie de la fonctionnalité avec un système de chauffage, on peut voir que leurs motivations secondaires sont la préservation de l'environnement ainsi que la confiance dans la société prestataire. On remarque que cet argument de la confiance revient puisque c'est la motivation secondaire pour les propriétaires occupants qui sont tout à fait prêts à souscrire à une offre d'accessibilité. Et enfin, pour les propriétaires occupants tout à fait prêts à souscrire à une offre pour la connectivité du logement, on peut voir que leurs motivations secondaires sont l'opportunité économique et la possibilité de gérer, de dépanner leur équipement à distance. On s'est aussi demandé pour quel type d'équipement ces propriétaires occupants interrogés seraient prêts, accepteraient d'installer des détecteurs chez eux. Donc pour les propriétaires occupants tout à fait prêts à souscrire à une offre concernant le confort énergétique, on peut voir qu'ils accepteraient des détecteurs, l'installation de détecteurs à leur domicile pour la température de confort, que ce soit pour l'été ou l'hiver, et pour la qualité de l'air intérieur. Ensuite, pour les propriétaires occupants tout à fait prêts à souscrire à une offre d'accessibilité, ils accepteraient l'installation de détecteurs pour la détection d'accidents domotiques ainsi que le contrôle d'intrusion. Et enfin, pour les propriétaires occupants tout à fait prêts à souscrire à une offre d'économie de la fonctionnalité pour la connectivité du logement, ils accepteraient l'installation de détecteurs pour le contrôle du bon fonctionnement de leur équipement technique ainsi que pour le confort sensitif. Alors par confort sensitif, on entend la luminosité et le niveau sonore. Enfin, on a voulu creuser un peu plus la notion, l'aspect écologique que sous-tend le concept d'économie de la fonctionnalité en se concentrant sur les termes qui étaient associés et les motivations en fonction de la tranche d'âge. Donc sur le graphique que vous voyez, il y a des barres vertes qui représentent le pourcentage de propriétaires occupants interrogés qui associent l'économie de la fonctionnalité au terme écologie. Et en bleu, ce sont le pourcentage de propriétaires occupants interrogés qui ont comme motivation pour l'économie de la fonctionnalité la préservation de l'environnement. Donc ce graphique représente ces deux items en fonction de 4 tranches d'âge que vous pouvez voir. Et ce que l'on constate, c'est que plus les propriétaires occupants sont jeunes, plus la notion écologique est prégnante pour eux. Et c'est ce que l'on constate à travers ce graphique, puisque plus on avance dans l'âge, plus les pourcentages s'affaiblissent. Voilà pour les enseignements statistiques. Je vais laisser la parole à Audrey qui va les analyser du point de vue sociologique. Merci. Donc effectivement, parmi les enseignements de cette étude, le premier constat très positif, c'est que l'attachement fort à la propriété privée n'empêche pas l'adhésion à l'économie de fonctionnalité, ce qui méritait quand même d'être vérifié, puisque sur le principe même, propriété privée et économie d'usage s'opposent radicalement. Mais dans les faits, ce n'est pas parce qu'on a fait le choix d'être propriétaire de son logement qu'on est réfractaire à l'économie de fonctionnalité. En fait, parce que les propriétaires occupants distinguent bien, et comme on le fait, mais il fallait vérifier ça, ils distinguent bien la propriété de l'habitat et la propriété des équipements qui sont liés à l'habitat. Et les deux ne répondent pas en fait aux mêmes logiques.
c'est ce que je commençais à vous dire tout à l'heure avec le statut d'accédant ou d'acquitté. En fait, ce dont on se rend compte, c'est que la propriété privée du logement s'inscrit dans une dynamique patrimoniale et pas dans une logique de calcul économique, parce que finalement, ce qui est en jeu là, c'est des valeurs, c'est le statut de propriétaire. Et ça, c'est ce qu'on a vu au travers de questions entre acquitté ou accédant. En fait, il n'y a pas vraiment de différence de stratégie, parce qu'on s'assimile de toute façon à un propriétaire à partir du moment, en gros, où on a signé l'acte d'achat. Donc, en fait, là, c'est une question de valeur. Alors que la propriété privée des équipements de l'habitat, on est purement dans une logique financière, économique. Donc ça, c'est ce qu'avait déjà mis en avant Annabelle. Parmi les représentations sociales qui sont associées à l'économie de fonctionnalité, on a 71%, ça c'était le chiffre tout à l'heure, des répondants qui l'associent à l'intérêt économique. Ensuite, on avait l'écologie, voilà, qui arrivait en deuxième. Je vous l'ai mis à 57%. Il faut que je sois précise quand même. Donc en fait, être propriétaire n'influence pas significativement le rapport à l'économie de fonctionnalité. En tout cas, ce n'est pas rédhibitoire. Ça, on l'a vérifié. Quand on opère un focus sur les populations, en revanche, qui connaissent le moins l'économie de fonctionnalité, ce dont on se rend compte, c'est que ce qui peut être rédhibitoire, c'est la méconnaissance du sujet, la méconnaissance du concept en lui-même. Ça, on a bien vu que les représentations les plus négatives, symbolisées par la prudence, la méfiance, sont surinvesties par les profanes. Plus le degré de connaissance de l'économie de fonctionnalité augmente, et plus on a des représentations finalement assez amélioratives du sujet. Donc on peut en ressortir déjà là 2 grands leviers à actionner pour stimuler le marché de l'économie de fonctionnalité. La communication, il faut communiquer largement pour que ce type d'économie soit familier au sein des offres du marché et lever ainsi la défiance éventuelle. Et le deuxième levier, il faut replacer les offres marchandes, ça aussi Annabelle a commencé à vous le montrer, au sein de la transition écologique pour ouvrir le marché sur l'avenir tout simplement. Et c'est pourquoi je vais m'appliquer à creuser ce sujet de l'influence de l'âge au sein des entretiens que je mènerai cet été au sein d'une seconde phase de cette étude qualitative cette fois, avec des entretiens en face à face avec des ménages sélectionnés, donc en fonction de l'âge et aussi en fonction des milieux sociaux, parce que je vais aussi vérifier l'influence des cultures de classe afin d'identifier des leviers spécifiques à ces 2 types de catégories sociologiques, générationnelles et culturelles, parce qu'on sait très bien qu'en fonction des modes de vie qui dépendent largement des milieux sociaux, on n'a pas, par exemple, les mêmes réticences face à la connectivité. J'y reviendrai. Donc, ça sera pour une deuxième phase de l'étude. En tout cas, ce qu'on voit déjà, c'est qu'on a tout intérêt à comprendre les particularismes générationnels et culturels pour aller chercher au-delà des comportements et aller trouver vraiment des modes de vie. Et ça, à mon sens, c'est vraiment le levier fondamental et réellement décisif, qui consiste dans notre capacité à percevoir la dimension holistique. C'est peut-être un bien grand mot, mais je vais m'en expliquer après. Je distingue vraiment 3 grandes dimensions à l'économie de fonctionnalité qui en font le propre de ce modèle qui nous est apporté. En tout cas, cette capacité à bien percevoir l'ensemble, le fait que là, on est dans un sujet enveloppant qui consiste à tout lier. Et donc, c'est ça qu'il faut aller creuser. Et les signaux sont quand même vraiment favorables. Donc ça, c'est ce que je vous disais. En fait, il y a 3 grandes dimensions dans l'économie de fonctionnalité. Déjà, l'équipement en lui-même, c'est la dimension tout à fait utilitariste. Alors, je mets ça en perspective individualiste parce que finalement, c'est ce qui permet le plus de se dédouaner d'un changement de son mode de vie. De dire, je choisis un équipement vertueux, donc finalement, ça peut me dispenser de modifier mon mode de vie. Ce qui ne suffit pas, évidemment. Il faut une deuxième perspective, qui est l'engagement réciproque entre le client et le prestataire. C'est la dimension relationnelle, c'est le lien. Et ça, c'est ce qui est vraiment, vraiment typique à l'économie de fonctionnalité. C'est cette dimension relationnelle qui est inscrite dans un temps long entre l'acheteur et le vendeur prestataire, une relation pérenne qui incarne la perspective, ce que je vous disais là, holistique, qui est la 3e, vraiment l'environnement. C'est le sujet, c'est cette conscience que les ressources sont interdépendantes les unes des autres et qu'une espèce ne peut pas agir sans les autres, que toutes les espèces sont liées les unes aux autres. Je ne vous refais pas le schéma, on connaît bien le sujet. Mais en tout cas, tout ça fonctionne en boucle, les ressources, les espèces. C'est le propre de l'économie circulaire, au sein de laquelle s'inscrit l'économie d'usage. Et c'est ça qu'il faut aller chercher, et c'est surtout ça qu'il faut aller créer, j'ai envie de dire, susciter. Donc,
là, on a quand même des signaux favorables et on le voit par exemple, je me permets d'aller voir dans le cas de la consommation alimentaire. On voit bien qu'il y a quand même une appétence avec une demande, en tout cas un certain succès, des circuits courts, où on a un lien plus direct entre le producteur, le prestataire, l'acheteur, où il y a aussi un partenariat qui se fait au long cours, comme pour les paniers d'AMAP, où il y a vraiment un lien qui se crée au long terme, quoi. Alors ensuite, effectivement, Annabelle en a parlé un petit peu, on a demandé précisément à nos propriétaires occupants ce qui, à leurs yeux, était le plus important dans le cadre de la transition écologique face à la situation environnementale de la planète qu'on connaît. On leur demandait si, d'après eux, ce qui était le plus important, c'était d'aller vers plus de sobriété. Donc ça, c'est ce qui me permettait d'aller voir ce que je vous disais, la dimension plutôt holistique, pour illustrer vraiment le sens écologique de l'action de consommation. On leur demandait de se positionner par rapport à la dimension plus relationnelle. Donc, est-ce que ce qui est le plus important, c'est de participer à l'effort collectif, donc notamment par une économie plus responsable. Donc ça, c'est la perspective plus coopérative. Et puis, le troisième choix, c'était les produits plus vertueux, donc ce que je vous disais tout à l'heure, dans une dimension plus individualiste finalement. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une quand même très forte majorité qui se positionne plutôt pour la dimension écologique, holistique, de dire il faut aller vers plus de sobriété, vers une moindre consommation, ce qui contrebalance le très fort intérêt économique qui est associé à l'économie de fonctionnalité. C'est-à-dire que d'un côté, quand il s'agit des équipements de la maison, on regarde d'abord l'aspect financier. Comme Annabelle le disait, on veut d'abord réduire la facture. Néanmoins, quand on recontextualise bien dans la conscience écologique de la transition environnementale à l'œuvre, là, en effet, on lâche un peu l'intérêt plus individualiste pour aller vers quelque chose qui fait système, qui est plus global, cette perspective holistique de dire oui, il faut tous qu'on fasse un effort collectif, c'est la deuxième barre, mais il faut aussi que chacun en y mette du sien avec un changement des modes de vie et des modes de consommation. Donc ça, c'est très positif et c'est ce qu'il s'agit de stimuler, hein, c'est cet enjeu collectif pour notre secteur de l'amélioration de l'habitat, pour développer finalement une consomme-action, hein, comme on dit, le consomme-acteur, qui soit plus coopérative que compétitive. Et c'est selon moi vraiment le levier le plus important et que nécessite une confiance non seulement dans le prestataire, mais aussi de façon très très pragmatique dans les offres. Et ça aussi, la confiance, Annabelle a commencé à en parler. On l'a testé à l'occasion d'une question sur les irritants, c'est-à-dire finalement ce qui pourrait vous faire renoncer à la souscription à une offre en économie d'usage. Et ça nous permettait déjà de contourner la surévaluation du critère financier, hein, toujours le nerf de la guerre. Et puis aussi, comme ça, on pouvait accéder à des motivations qui sont moins directement données, mais qui sont finalement tout aussi déterminantes. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, la rentabilité économique n'est plus prioritaire, c'est la confiance. La relation de confiance, qui est constitutive de l'économie d'usage, trouve une place de choix dans les préoccupations de souscription à une offre de ce type. En gros, il n'y a pas d'adhésion sans confiance. Alors, confiance dans l'offre, d'abord, à 50% chez nos répondants, hein, qui demandent que les offres soient très claires. La confiance, elle passe par la clarté de l'offre. Pour accepter d'y souscrire, il faut que ce soit transparent, qu'on se sente absolument en confiance à ce niveau-là. Confiance dans le prestataire ensuite, pour 43% des répondants qui ont besoin d'être convaincus pour pouvoir adhérer. Et confiance dans l'utilisation. On a 40% des répondants qui souhaitent garder le contrôle sur l'utilisation de leur équipement. Et ça, c'est effectivement une question d'importance que le modèle suggère, c'est celui du contrôle et d'une sorte de lâcher-prise, finalement, jusqu'à quel point on accepte, contrairement à l'économie linéaire, où bon, bah, y a l'achat, après je gère mon achat jusqu'au bout, éventuellement je fais appel à un prestataire pour tout ce qui est de l'entretien, de la maintenance, mais là aussi on a vu dans le questionnaire qu'il y a un petit bémol à ce niveau-là, c'est pas gagné, parce que même quand il y a des obligations légales de maintenance, comme pour les équipements thermiques, bien souvent c'est pas fait, les gens n'ont pas de contrat, donc on sent que là, il va falloir aller chercher le consommateur. Et c'est autour de ce sujet de confiance, dans l'offre, dans le prestataire et dans l'utilisation. Et ça vraiment, donc c'est ce que je vais aller approfondir au cours de la deuxième phase dont je vous ai parlé, hein, cet été avec les ménages. Les autres éléments, ce sera la perception du service continu,
puisque on a vu au travers d'une question sur les contrats, comme je vous le disais, que finalement, il y a un petit manque à ce niveau-là, il faut le stimuler. Donc je veux quand même aller creuser, parce que là, je vous dis, bon, la confiance, mais je veux aller creuser quand même les raisons. Bon, la relation de confiance, j'en ai parlé, la capacité à lâcher prise aussi. Donc un autre sujet que je vais essayer d'approfondir, c'est l'acceptabilité de l'intervention d'une personne à domicile, parce qu'il y a peut-être ça aussi. L'habitat, c'est le lieu de l'intime. Donc voilà, de mettre en place un partenariat. Bon, bah, c'est pas comme le panier d'AMAP justement qu'on va chercher. Là, on fait finalement rentrer l'offre dans son foyer. Donc à voir si ça coince de ce côté-là par rapport à des perceptions d'intrusion. Et je vous parlerai de tout ça à Batimat. Jean-Pascal l'a un peu annoncé. Donc le 2 octobre, comme on aura encore un temps réduit, on mettra à côté de ça en place une présentation des résultats plus complète sous forme probablement de brochure. On travaillera là-dessus à la rentrée d'été. Et enfin, le groupe de travail va continuer ses travaux, puisque là, on est au tout début de ce sujet de l'économie de fonctionnalité et qui mérite d'être développé, parce qu'il y a encore peu d'études en fait sur le sujet. Voilà, je vous remercie de votre attention. Un grand merci. Merci. Merci Audrey, merci Annabelle. Alors effectivement, vous restez un peu sur votre faim, mais on aura d'autres occasions. D'abord l'étude, bon, on l'a dit, ça va se poursuivre pendant cet été avec des entretiens de type Cali et une restitution beaucoup plus complète au moment de notre colloque à Batimat, et au-delà d'ailleurs, parce que le groupe de travail qui s'appuie, enfin qui soutient cette démarche-là, va continuer à se rassembler. Oui, nous allons réfléchir à une façon de publier de l'information. En tout cas, le sujet va se poursuivre. Et probablement, évidemment, que ces études se poursuivront. Je précise d'ailleurs que de grands organismes comme le CSTB ou l'ADEME, qui sont membres du club, travaillent de leur côté sur ces grands sujets de l'économie de la fonctionnalité. Alors, pour poursuivre nos démarches d'études, nous allons maintenant parler d'une étude qui est une étude importante, fondatrice. Je vais appeler Faya Aliti, qui est directeur des études du cabinet Quinte, si tu veux te mettre là, Faya, ou à côté, et qui a travaillé sur cette étude, une étude qui a été souhaitée par un certain nombre de membres. On l'appelle Mobilisation des professionnels pour la rénovation énergétique, année 2023. Alors on va voir rapidement de quoi il s'agit. C'est effectivement une analyse à la fois démographique sur finalement la population de ces entreprises, mais surtout sur leur rôle, leurs actions, le chiffre d'affaires qu'elles réalisent et la spécificité qui est dégagée, notamment dans l'activité de rénovation énergétique. On va passer ça en revue, mais ce sont des éléments assez synthétiques, car la contente, le contenu complet, si je puis dire, exhaustif de l'étude, nous la présenterons avec Faya dans quelques temps, dans le cadre de réunions spéciales qui permettront d'entrer totalement dans le détail. Mais au moins, les éléments que nous allons vous présenter sont des éléments saillants, comme on dit, intéressants. Alors encore une fois, les documents qu'on va vous présenter seront à disposition, donc vous les aurez. Alors Faya, je me tourne vers toi. Est-ce que tout le monde m'entend? Mon micro est branché. Parfait. Bien. Alors, on parle de mobilisation, on parle de démographie, donc on parle de comptabilité finalement des entreprises. Alors, quelques chiffres tout de suite, Faya, parce que c'est un peu ta spécialité, mais des chiffres qui sont des chiffres finalement très opérationnels pour la compréhension de nos métiers. Eh bien, merci Jean-Pascal et bonjour à tout le monde. Bien sûr, je vais donner des chiffres, mais juste un petit rappel sur comment, mais on aura le temps de s'étendre là-dessus lors de la présentation spécifique. Les chiffres que je vais vous donner sont issus d'une enquête spécifique auprès des artisans, de la réunion de 4 enquêtes trimestrielles et puis de l'exploitation des données de la comptabilité nationale. Alors, pour ceux qui s'intéressent à la démographie des entreprises, vous savez que l'INSEE avait le registre des entreprises et établissements et l'INSEE a travaillé pour mettre en place le système d'information sur la démographie des entreprises qui est très récent et que nous avons donc utilisé pour élaborer ces éléments de démographie. Alors aujourd'hui, en tout cas pour l'année 2023, on a pu observer sur le secteur de la construction, en tout cas sur les métiers qui nous intéressent, un peu plus de 800 000 entreprises qui peuvent intervenir en termes de travaux, d'installation, de rénovation. Alors, la progression est d'environ 10% tous les ans. Et donc, sur ce stock de 800 000 entreprises, la moitié
sont quasiment des entrepreneurs individuels. Et quand on regarde le flux, c'est encore plus accentué puisque 54% des nouvelles créations sont des créations d'entrepreneurs individuels. Je vous rappelle que le statut d'auto-entrepreneur date de 2008 de la loi sur la modernisation de l'économie. Donc, la moitié des entrepreneurs, un peu autour de 30% pour le statut classique de SARL, et puis plus de 20% pour les statuts SAS. Alors, ces entreprises sont organisées en établissement. Donc, un mot sur entreprise et établissement. Alors, effectivement, une fois qu'on a identifié les entreprises, comme ce matin on a évoqué notamment la nécessité de travailler la géographie, donc les régions, il faut s'intéresser aux établissements parce que c'est les établissements qui sont en contact avec le terrain, donc qui sont localisés. Et donc ces 806 000 entreprises sont représentées par un peu plus de 815 000 établissements qui réalisent, qui sont actifs. Alors, c'est très important de noter que le système d'information sur la démographie des entreprises permet, pour une fois, d'aller voir les entreprises actives. Alors, actives, ça veut dire que le chiffre d'affaires est positif ou que l'effectif est positif ou qu'il y a une déclaration fiscale. Alors, chiffre d'affaires de tout ça dans le domaine de l'entretien-rénovation. Alors, sur la rénovation, en tout cas tout ce qui concerne les travaux dans l'existant, ces 815 000 établissements réalisent un chiffre d'affaires d'une centaine de milliards d'euros, donc 101,3 milliards, avec une répartition, alors comme on n'est pas loin de 100, le pourcentage c'est en même temps le chiffre que vous voyez là, à peu près un peu autour de 40% pour la maison individuelle, on est toujours dans l'existant, un peu plus de 20%, 21% pour le logement collectif et le non résidentiel 38,7%. En revanche, si on tient compte du neuf, donc existant plus neuf, on serait sur un chiffre d'affaires de 169 milliards à peu près. Qui rejoint les standards de chiffres, notamment indiqués par la Fédération française du bâtiment, enfin qu'on recroise dans pas mal d'études statistiques. Donc on est cohérent par rapport aux chiffres qui sont proposés au niveau des différentes organisations professionnelles. Alors, avançons. Parlons maintenant de la rénovation énergétique spécifiquement et du chiffre d'affaires en rénovation énergétique dans le domaine du bâtiment. Alors, si on quitte le contexte général pour essayer d'avancer un peu plus vers le sujet qui nous intéresse, qui est la rénovation énergétique, on va pouvoir quantifier le chiffre d'affaires que réalisent ces 815 000 établissements. En 2023, il s'agissait de 26 milliards d'euros et ces 26 milliards sont répartis à 67-68%, donc 17,6 milliards en maisons individuelles, un peu moins de 5 milliards sur le logement collectif, et puis le non résidentiel valait 3,8 milliards. Alors, pour information, si on fait le ratio entre le chiffre d'affaires dans le résidentiel sur le chiffre d'affaires dans le non résidentiel, on a un ratio de 5,7% à peu près, alors que les surfaces, donc surface du résidentiel sur la surface du non résidentiel, on est autour de 3,5%. Ça illustre, s'il fallait davantage d'illustrations, qu'on a encore au-delà même des marges de progression qu'il y a sur le résidentiel, il y a encore des marges de progression, en tout cas en matière de rénovation énergétique sur le non résidentiel. On parle du chiffre d'affaires hors taxe, on le rappelle, hors taxe, c'est les chiffres que tu as donnés, bien sûr. Maintenant, on va regarder plus précisément dans le domaine du logement, comment ce chiffre d'affaires se situe ou se structure. Alors,
Donc, comme vous pouvez le remarquer, on va essayer d'avoir une descente progressive. On a commencé sur le chiffre d'affaires d'ensemble, dans le logement, enfin, dans le chiffre d'affaires de rénovation énergétique. Et on va maintenant essayer de comprendre la part de ce chiffre d'affaires pour lequel on doit avoir recours aux entreprises RGE. Donc, il faut partir du chiffre d'affaires rénovation énergétique dans le logement, qui est de 22,10 milliards. Là-dessus, il faut déduire tout ce qui est fait par les HLM, puisque ils ne font pas partie du périmètre. Bien sûr, ils peuvent faire appel aux entreprises RCE, mais il n'y a pas obligation. Et puis, donc, on descend à 19,5 milliards. Il faut encore aller chercher, puisque tous les ménages ne sont pas éligibles aux aides à ma prime Rénov', par exemple. Il faut enlever les ménages de revenus supérieurs qui ne sont pas éligibles. On peut faire ce travail en allant chercher des données complémentaires, notamment l'étude Trémy permet d'identifier 24% des ménages qui sont de revenus supérieurs. Voilà, en faisant ce travail-là, on arrive à peu près un peu moins de 15 milliards d'euros qui représentent le chiffre d'affaires pour lequel il est nécessaire de faire appel aux entreprises RGE. Alors, pour essayer de bien comprendre, si on peut remettre le micro, pour essayer de bien comprendre, ces chiffres-là qui apparaissent ici, ils sont importants. On voit apparaître un chiffre de 8,2 milliards de travaux réalisés par des entreprises qualifiées RGE dans le domaine du résidentiel privé. Ce chiffre, d'ailleurs, recoupe les chiffres qui sont annoncés par ailleurs, on va le voir, par des organismes comme l'ANA. 8,2 milliards, c'est en 2023 à peu près ce qui s'est réalisé en chiffre d'affaires hors taxe dans le domaine du résidentiel par les RGE. Ça veut dire que, dans ton analyse, tu considères que le potentiel global, tenant compte des ménages éligibles, puisqu'il y a effectivement une proportion de ménages qui ne sont pas éligibles avec des plafonds de revenus supérieurs, en gros 25% quasiment non éligibles, donc 75% éligibles. Donc ce calcul théorique consiste à dire que le potentiel finalement théorique général serait plutôt de 14 milliards que 8 milliards. C'est ça que ça veut dire? Tout à fait. Alors, vous avez vu la progression qu'on a suivie, c'est d'abord d'aller chercher le chiffre d'affaires de la rénovation énergétique, de se concentrer sur les projets qui seraient aidables, qui seraient éligibles. Alors, et donc, au final, en regardant ce que font les entreprises RGE, on trouve ce chiffre de 8,2 milliards, à côté des 14,8 milliards, qui est tout ce qui pourrait être fait par les entreprises RGE finalement. Donc, il me semble qu'il y a un gisement encore complémentaire à aller chercher et que l'évolution du périmètre des entreprises RGE leur permettra peut-être d'intégrer à terme la totalité pour la qualité de réalisation, entre autres, de ces travaux-là. Donc, il y aurait un gisement de 45% à peu près du marché actuellement à intégrer, bien entendu, dans la façon de faire et dans l'organisation d'accompagnement et d'aide ma prime Rénov'. Alors voilà, donc cette étude, elle a pour but à la fois d'analyser la réalité des chiffres tels qu'ils se présentent, les chiffres absolument connus, non discutables, mais également a pour but d'estimer ce que pourrait être la potentialité d'une croissance de marché, mais d'une croissance de marché qui s'est attachée forcément à des éléments conditionnels, qui pourraient être, on y reviendra, ça sera le but d'ailleurs de la discussion que nous allons avoir, à une augmentation du nombre d'entreprises RGE, à un élargissement peut-être des assiettes de l'éligibilité, etc. Il y a un certain nombre de réflexions que l'on peut avoir. Ce qui est certain, c'est que nous constatons qu'en 2023, le chiffre d'affaires de la rénovation énergétique, il est ce qu'il est. Bien, on ne va pas le changer. Mais en même temps, le potentiel de gisement, c'est un autre chiffre, et au travers du potentiel de gisement, c'est le potentiel de croissance qui est important, car, et je m'arrêterai là-dessus, aujourd'hui, les premiers chiffres qui sont cités ont été cités par le président de l'ANA, Thierry Repentin, lors des cérémonies de vœux. 623 790 logements privés rénovés en 2023, ça représente 3,12 milliards d'aides qui ont été injectées pour 8,46 milliards de travaux. Ce sont ces chiffres, et on voit qu'on est tout à fait proche des chiffres de l'étude menée par Quinte sur des approches différentes. On retombe quasiment au même chiffre. Ça, c'est une statistique. Et on sait également que depuis la mise en place de ma prime Rénov' 2021, il s'est réalisé 2,5 millions de logements rénovés, dont 260 000 rénovations d'ampleur. Ça représente 11 milliards de fonds injectés, de fonds d'aide publique, donc pour 33 milliards de travaux. Donc on a
un taux moyen pondéré de 35%. Là, encore une fois, ce sont des chiffres qui sont ce qu'ils sont, ils existent. Et l'intérêt que nous pouvons avoir à partager ensemble dans nos études, c'est réfléchir ensemble, dans un groupe de travail avec les acteurs du club, aux pistes d'action qui permettraient de créer de la croissance, soit, on le sait, par le développement des rénovations dites d'ampleur, parce que c'est effectivement un objectif, soit par un élargissement des maîtres d'ouvrage, du nombre de décideurs maîtres d'ouvrage dans le domaine du logement. Je ne parle pas du non résidentiel, c'est un autre sujet, mais dans le domaine du logement. Voilà quel est le but de cette étude. Ce que je vous propose, c'est d'en rester là pour aujourd'hui. Vous aurez ces éléments. Et puis, nous proposons avec Faya d'organiser une réunion qui sera assez conséquente, qui pourra probablement être d'1h30, peut-être 2, on verra, qui permettra d'échanger. Parce que ce qui nous intéresse, c'est d'avoir vos visions, vos objections peut-être, et vos propositions de réflexion. Voilà. Donc, la discussion reste ouverte pour que nous puissions continuer à avancer ensemble et apporter à cette étude un enrichissement partagé. Merci Faya, on se dit à très bientôt. Merci. Bon, je vais appeler à la barre notre grand architecte mondialement connu, François Pellegrin, qui va se présenter tout seul. Voilà. 1m80 avantage. 1m80, qui va vous parler d'un sujet dont on vous parle à chaque fois. C'est lui qui a inventé le nom, d'ailleurs, Opéra, il va nous dire ce que c'est. Mais surtout, il va nous parler d'une opération de type démonstrateur qui a été réalisée en vraie grandeur nature, dans une vraie ville, qui s'appelle Sceaux. La maire adjointe de Sceaux, Florence Presson, n'a pas pu être là, mais j'étais encore avec elle il y a quelques jours. Elle a tout à fait d'accord pour continuer à nous accompagner. Mais François, je te laisse la parole pour nous parler du sujet. 10 minutes 10 minutes, 10 minutes, pas plus. Merci. Bonjour à tout le monde. Avant de vous parler d'Opérae, je voudrais quand même vous annoncer un scoop que le rapport moral m'a laissé a pudiquement passer sous silence pour me laisser le bonheur de vous le délivrer. Aujourd'hui, le CAH, avec l'UNSFA, lance la 2e session du prix de requalification architecturale des copropriétés. Je pèse mes mots. Ça va au-delà de la rénovation énergétique, c'est la requalification architecturale, 3 sections, petite copro, grande copro, et copro sur lequel on peut créer des mètres carrés, sur élévation, épaississement ou autre chose. Voilà, donc ça c'est pour le scoop. On ne peut pas vous présenter l'affiche parce qu'il y a encore une demi-heure, on modifiait 3 petits trucs. Le prix sera remis le 1er octobre à Renaudet Batimat en fin de journée. Alors, venons-en au... c'est toi qui as la zapette. Venons-en à Opérae. Je passe là-dessus. Comment tu passes? En plus, elle... Non, mais maintenant j'en ai une plus réaliste parce que celle-là, elle a quelques... Bon, bref. Alors, l'enjeu de la requalification architecturale au niveau de l'îlot, c'est de conjuguer 2 objectifs qui sont des objectifs vitaux et nationaux et sociétaux. Le premier, c'est de massifier la rénovation énergétique, considérant que ce n'est pas en continuant à jouer parcelle après parcelle qu'on sera au rendez-vous bas carbone 2030, 30% d'élection, et bas carbone, neutralité carbone 2050. Et puis l'autre sujet que l'on sait, important, c'est le réenchantement nécessaire de ces îlots, de ces cœurs de ville. Parce que la vie aujourd'hui ne correspond pas aux standards actuels. Donc il faut à la fois poursuivre cet objectif, et c'est exactement l'ambition de ce projet Opérae, opération de requalification architecturale environnementale d'îlots urbains. Vous voyez ici, c'est la méthode en 6 points. D'abord, changer de maille, pour la raison que je viens d'évoquer, et pas que. C'est vrai que l'échelle de la parcelle, même avec des cerveaux bien faits, elle reste limitée dans les ambitions. Alors qu'à l'échelle de l'îlot, vous pouvez embarquer la biodiversité, l'intergénérationnel, la dédensification, la désertification nette des sols, la surélévation, la mutualisation énergie, frigorie, enfin plein de choses. Et la biodiversité, en tout cas, à une échelle, la gestion des pluviales, à plus grande échelle. D'où l'intérêt de travailler à une échelle élargie. D'autant que, évidemment, à la sortie, si on avait mutualisé et la matière grise, et les achats, et les travaux, ce sera probablement, d'après petites estimations qu'on a faites, du moins 15 à moins 20% sur le coût du mètre carré rénové. Donc ce serait dommage de se priver de cette observation.
Accompagner les habitants, ils seront les parties prenantes. Alors quand on voit le bordel dans une copro, dans une AG de copro, vous imaginez que sur un îlot où on peut avoir 10 copros, un gymnase, 3 HLM, c'est pas simple. Bon. L'exemple qu'on vous présentera sur Sceaux était de ce point de vue-là plus abordable puisque c'était une maîtrise foncière publique. Il y a un gros sujet et là-dessus, on a travaillé pour voir comment fédérer ces habitants, les accompagner avec... voilà, ce sont les maîtres d'usage de ces îlots et donc il convient de les mettre au cœur du dispositif. Donc on a déployé toute une méthodologie. Dans le temps imparti, je ne peux pas tout, vous comprendrez, déployer. Réinventer la gouvernance. Là, pareil, on a identifié plusieurs pistes de gouvernance pour que finalement les parties prenantes de cette silo acceptent de remettre un peu les clés du camion, en tout cas les clés du planning et de l'action collective qui permet de générer des bénéfices, à un tiers de confiance qui peut être... voilà, c'est encore des acteurs. Alors, appel à nos amis promoteurs en mal d'activité, ils pourraient très bien se reconvertir avec leur savoir-faire dans la gestion de projets compliqués qui consistent à mettre en mouvement des acteurs un peu différents dans une même entité géographique. Un îlot, c'est quoi? C'est un espace délimité entre 4 rues ou 3 rues, si c'est un triangle, comme dans le cas des Blagies. Évidemment, le recours au numérique, bon, ça ne vous étonnera pas, je vous en ai déjà parlé du numérique. Aujourd'hui, on a des outils merveilleux qui permettent de simuler, de préfigurer et surtout de partager la compréhension. Le premier intérêt du BIM, j'ai toujours souligné comme ça, c'est BIM, Building Information Model, la maquette numérique, c'est de démocratiser la compréhension d'un projet urbain ou un projet d'architecture. Et puis, optimiser les synergies, ça c'est ce que le club sait faire, c'est mettre en action tous les acteurs pour éviter de refaire 3 fois les métrés, de se prendre les pieds dans le tapis, enfin voilà, travailler en ingénierie concurrente. Et puis l'occasion de valoriser les innovations, bien sûr, parce que sur ces quartiers anciens, on peut faire appel évidemment à des matériaux très rustique, la chaux, compte tenu de l'âge des bâtiments, etc. Mais on peut aussi embarquer des technologies de préfabrication totale ou partielle d'éléments, de murs mentaux ou d'autres choses. Alors voilà le triangle, le fameux triangle de la ville de Sceaux, quartier des Blagies, qui comporte en périphérie, on le voit, des maisons individuelles, mais dans son cœur central, en fait, toute une série d'équipements, crèches, lycées, collèges, etc. Enfin, pas lycée, mais collèges. Et donc, c'est ce terrain de jeu que nous a autorisé la ville de Sceaux pour un peu confronter la démarche. Alors, notre alternante qui est architecte et qui a travaillé activement sur le dossier, c'est elle qui a fait ces différentes planches que je vous présentais, malheureusement a mis un terme à son contrat parce qu'elle a eu la chance d'avoir une embauche que le club ne pouvait évidemment pas observer. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? On est allé chercher dans les bases de données publiques. Vous savez qu'on peut, à l'îlot, à la parcelle, retenir plein d'informations. Donc ça, c'est plutôt confortable. Sauf que quand on connaît bien le cas particulier, on s'aperçoit que si c'est globalement juste, c'est souvent faux à la parcelle. On peut comme ça voir plein d'items qui sont ici, que je vais pas commenter, mais autant d'éléments qui sont en open data qui permettent d'accéder à l'information pour rentrer dans son projet et le spécifier. Pareil pour l'état de la biodiversité, on a pu comme ça découvrir pas mal de choses et voir comment on pouvait améliorer cette biodiversité. Plan de masse du quartier, vous voyez, c'est en plein cœur de la ville. Et là, vous avez les équipements qui sont dessinés ici. Une ambiance très minérale. Et la ville avait commencé à projeter, faire intervenir plutôt un bureau d'études paysagiste, proposer quelques arbres par-ci par-là. On s'est permis une démarche plus ambitieuse. Je ne vais pas détailler forcément tout ce qui est écrit, mais vous voyez qu'on joue sur des traversées d'îlots. On s'autorise évidemment de rendre les choses plus perméables. On joue sur la végétalisation, donc îlots de fraîcheur, favoriser la biodiversité, créer des terrains de sport, des parcours dynamiques, des espaces de jeux, de loisirs, habiter les enveloppes des bâtiments scolaires. Alors on bascule dans la chronotopie. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est quand même hallucinant. On parle d'efficacité fonctionnelle, de voir que nos bâtiments éducatifs, ils fonctionnent, je sais pas, à mi-temps, quoi, en gros.
si on regarde tout le temps qui pourrait être utilisé pour les fonctionner. Et souvent parce que c'est compliqué de gérer ça, parce que souvent, si on veut ouvrir une classe, il faut mettre tout l'établissement en chauffe. Et donc, d'ailleurs, on a été lauréat avec Saint-Gobain, Aldès et Vestac, qui est une start-up qui fait enfin une start-up, c'est une start-up qui fait de la préfabrication bois pour, avec des murs manteaux intelligents, embarquer le confort à la salle de classe rénovée, avec ventilation, chaud, froid, lumière, captation solaire, etc. Donc vous voyez que là, on a pu évidemment s'amuser, faire différentes variantes. Il y a un dossier de 60 pages hein, pour que ça intéresse, on pourra peut-être le mettre en ligne sur le site. Là, c'est juste pour vous expliquer un petit peu la démarche. Voilà, valoriser la topographie du site, créer là une dalle surélevée paysagère pour faire disparaître les parkings et créer des fonctionnalités supplémentaires, etc. etc. Voilà pour un aperçu rapide. Je vais utiliser les 54 secondes qui me restent pour faire quelques conclusions provisoires. D'abord, il faut que ce soit le maire qui soit à la manœuvre. Donc je pense qu'il va falloir qu'on mène une campagne à la veille des prochaines municipales, il faut s'y prendre dès maintenant, pour indiquer au maire cette piste de la mutualisation. L'Agence parisienne du climat a commencé à le comprendre. Elle commence à consulter des équipes sur des entités qui sont sur un même territoire. Donc vous voyez que l'idée du CH, opéré, chemine. Mais il va falloir booster encore si on veut, pas attendre 20 ans pour que ça devienne une évidence. L'apport des bases de données. On a essayé d'utiliser plusieurs bases de données, dont celle du CSTB. Il y a des bases de données qui vous font tout votre quartier en 3D tout d'un coup. Vous vous dites, waouh, c'est merveilleux. Méfiez-vous quand vous connaissez votre parcelle et vous voyez qu'il manque un étage ou qu'il y en a deux de trop. Ce n'est pas de la faute de ceux qui dispensent ces bases de données, c'est les données qui sont arrivées, et j'ai bientôt fini. Et autre action, vous parliez de synergie publique-privée, ben voilà un très beau terrain de jeu aussi pour mettre en résonance des acteurs locaux et enrichir à plusieurs et leur confort personnel et le bien-être dans la ville. Merci. Merci François. Merci François. Et comme François l'a dit, tout ça, ça fait l'objet d'un dossier d'étude qui est également accessible avec le détail des différentes propositions qui ont été faites pour aménager ce quartier, pour optimiser sa performance environnementale. Donc je ne vous en dis pas plus. Et simplement pour vous dire qu'effectivement, nous pourrons poursuivre, que ce soit dans cette ville-là ou avec d'autres. Nous sommes en relation avec le maire de cette ville, Philippe Laurent, qui est un acteur important de l'Association des maires de France, avec d'autres d'ailleurs acteurs de l'Association des maires de France, parce que c'est un vrai sujet que nous pouvons partager, celui de la rénovation à l'échelle des îlots de quartier. Nous passons maintenant à un sujet important. Je vais appeler notre président qui va nous dire quelques mots, parce que nous vous parlons des synergies des acteurs publics et privés. Jacques l'a dit, mais je lui laisse la parole. C'est un sujet que nous travaillons depuis plusieurs années et qui donne l'occasion, là aussi, d'actions de type démonstrateur dans la vraie vie. Mais Jacques, quelques mots et après, on va ouvrir une table ronde. Merci Jean-Pascal. Bon, l'idée, quand on l'a eu il y a 3 ans, quand on a démarré ce projet, c'est de se dire, il se passe plein de choses au niveau national, l'État est pleinement engagé, tout le monde est engagé, tout le monde fait le maximum. On voit bien que ça ne suffit pas, parce que c'est compliqué, parce que tout ça, ça doit descendre, et plus on descend, et plus la population est large, 800 000 entreprises à convaincre, un peu moins de RGE à convaincre, mais quand même beaucoup à convaincre. Et que donc, à chaque fois, il y a une déperdition énorme de tout ce qu'on peut avoir, tout ce qu'on a dit au sommet, tout ça, après, par en bas, est très compliqué à monter des choses très pratiques. Alors, l'idée, c'était de se dire, et si on faisait se rencontrer les gens du terrain, c'est-à-dire les espaces conseils, qui ont leur rôle, qui sont nombreux en France, qui jouent un rôle, les RGE et les entreprises, donc APEB, FFB, etc., sur place. Demain, on pourra rajouter des catégories comme notaires, etc., et puis agents immobiliers, parce qu'ils auront aussi un rôle très important à jouer, notamment dans les mutations. Le négoce, qu'il soit de matériaux, ou qu'il soit électrique, ou qu'il soit sanitaire chauffage, avec plusieurs milliers de dépôts sur... Alors c'est mon ancien métier qui parle, mais je le dis parce que j'en suis très convaincu, plusieurs milliers de dépôts partout dans chaque commune, avec des milliers de vendeurs internes extrêmement formés à la rénovation énergétique. Ben, je pense que c'est dommage
que l'État ne se serve pas de tout cet état-là, c'est-à-dire pour mettre tout le monde ensemble et pour discuter. Je pense à la création des MAR, qui est encore une nouvelle clientèle qui va arriver et qu'il faut absolument connaître. Donc l'idée de ce groupe de travail, c'est de se dire comment on peut montrer des exemples de synergie, de gens qui se réunissent, de négoces, d'espaces conseils, de MAR, d'artisans, etc., pour tout simplement déjà se connaître. Tout simplement se connaître. Je trouve que si déjà, dans ces régions-là, on se connaît, on s'apprécie, on voit... je prends juste quelque chose, un exemple. Dans le négoce matériaux, on a dans ces négoces des salles de réunion gratuites, où on peut se réunir. C'est là où la 95% de ces 800 000 entreprises se réunissent plusieurs fois par semaine pour venir chercher les produits. Donc ils sont là. Donc je pense qu'un espace conseil qui cherche des artisans, il les a là. Le négoce qui cherche des clients, il les a à l'espace conseil, etc., etc. Donc sans qu'il y ait de mélange des genres, sans qu'il y ait... On est dans le public, on est dans le privé, donc ok, très bien. Mais je pense qu'il y a là beaucoup de choses à faire pour se connaître. Déjà, moi je ne dis pas autre chose, je dis pas... Mais au moins se connaître, s'apprécier, et du coup savoir que ça existe. Donc voilà un petit peu le but de la création de ce groupe de travail. Et donc, je laisse la parole à... Merci Jacques, parce qu'effectivement, tu es un initiateur. Merci. Alors, je vais demander à Bérénice Le Fur de me rejoindre. Bérénice travaille avec nous depuis de nombreuses années. Elle est consultante auprès d'Athéma Conseil et elle est responsable, elle est pilote de ce groupe de travail. Alors, quelques éléments de chiffres et on va pouvoir faire à deux voix et après on va ouvrir la table ronde. On se rappelle quelques chiffres qui ne sont pas inutiles à connaître. 600 espaces conseils, alors c'est 577, mais on n'est pas loin de 600. Là aussi, Thierry Repentin, lors des vœux de l'ANA, disait qu'il faudrait qu'on en ait en gros un par EPCI, il y en a à peu près 1000. Bon, on est à 600. Bon, 56 000 pro RGE, au passage, vous le savez, c'est 56 000, c'est une chute de 20% en 2 ans, 2 ans et demi. Hein. Donc c'est quand même aujourd'hui ce qui reste. C'est important, mais il y en a eu plus à un moment donné. 8 000 points de vente négoce au moins, parce que c'est entre les points de vente, les sociétés, du bâtiment, que ce soit matériaux, que ce soit électrique, que ce soit chauffage. 3200 accompagnateurs France Rénov aujourd'hui, c'est le chiffre, et ils seront civils à la fin de l'année. C'est les stats également. Qui doivent, toute cette population, impérativement coordonner leurs actions pour optimiser l'offre de rénovation énergétique du parc résidentiel par une bonne synergie d'action. Bérénice, quelques mots justement sur les attentes de ces structures. Tu peux te mettre là. Bonjour à toutes. Alors, les attentes de ces structures telles qu'elles sont ressorties au travers des groupes de travail qu'on a fait dans un premier temps au niveau national, puis d'une enquête croisée qu'on a fait auprès à l'époque qui s'appelait les espaces verts et d'un certain nombre d'entreprises du bâtiment. Ce qui ressort, c'est que pour les espaces conseils France Rénov, ce qui est important pour eux, c'est de développer et de renforcer le nombre de professionnels RGE. Comme l'a dit Jean-Pascal, là, il y a une chute du nombre de professionnels RGE. Il y a un vrai besoin, donc c'est une priorité pour eux. Renforcer la qualité d'exécution et puis faciliter le fait qu'il y ait des entreprises qui s'organisent de façon à pouvoir répondre de façon efficace aux rénovations d'ampleur, les rénovations auparavant appelées les rénovations performantes. Il y a des enjeux sur ce sujet-là. Et puis, pour certains espaces conseils France Rénov et certaines collectivités, élargir le réseau de professionnels avec lesquels, de professionnels affiliés par le biais d'un certain nombre de chartes. On aura un exemple dans notre table ronde tout à l'heure. Et puis aussi mieux connaître la chaîne de valeur, les contraintes des chantiers, la façon dont les chantiers se déroulent la façon dont les chantiers se passent en aval de leur intervention, d'information, de conseil et d'accompagnement. C'est important aussi pour pouvoir conseiller les particuliers sur vraiment tout ce qui va se dérouler au cours de leur projet. Pour les professionnels du bâtiment, il y a un vrai besoin de connaître et de comprendre les politiques nationales et locales. Il y a un rythme d'évolution certain et c'est important pour eux de bien pouvoir suivre ces évolutions et de comprendre l'écosystème local aussi. Il y a des aides locales, alors autant les professionnels RGE, connaître MaPrimeRénov', etc., ça va. Quand on descend au niveau des aides locales, c'est déjà plus compliqué pour eux. Et puis d'anticiper les effets et les réorganisations
modernisations qui sont induites par les changements dans les politiques publiques nationales. Et pour les négoces en bâtiment, l'enjeu, bien évidemment, c'est de bien maîtriser tout ça pour relayer auprès de leurs clients et pouvoir réorienter vers les espaces Conseil France Rénov' quand il y a des services particuliers qui sont donnés aux entreprises. Alors, le cahier des charges, ce sont les enjeux pour la mise en œuvre d'une synergie entre les acteurs publics et privés. Donc, c'est mieux se connaître et construire une vision commune. C'est mettre en cohérence les actions pour dynamiser la demande, mobiliser les entreprises, mieux financer, améliorer la lisibilité, rassurer. C'est simplifier les systèmes d'aide aux particuliers et impliquer les organismes de financement. C'est œuvrer ensemble à la promotion de la rénovation d'ampleur. Comment? Accompagner les entreprises et réduire les formalismes réglementaires, faire des professionnels des prescripteurs de la rénovation d'ampleur. Et in fine, et très important, savoir aussi agir pour juguler l'éco-délinquance. Alors, Bérénice, on a engagé un certain nombre d'actions pilotes qu'il est important de citer et qui va donner lieu à l'échange que nous allons mener, que tu vas mener ensuite. Après deux années, on va dire, de groupe de travail au niveau national, d'échange de points de vue entre l'ensemble des acteurs publics ou privés, est apparu le besoin de voir comment ça se passe et comment ça peut se décliner localement de façon très concrète. Donc là, il y a eu le choix de travailler sur 3 territoires. Le département de l'Isère, qui est couvert pour la métropole grenobloise par l'ALEC de Grenoble et pour le reste du territoire par AGEDEN. Donc là, on est parti sur ce territoire-là parce qu'il y avait une vraie envie de la part d'AGEDEN de se rapprocher des distributeurs de matériaux et d'équipements. Ils essayaient de frapper aux portes, de trouver les bons points d'entrée, mais ils n'y arrivaient pas. Voilà, il y avait une vraie envie, mais la connexion se faisait pas tout à fait. Sur le territoire normand, on travaille avec la métropole Rouen-Normandie. Là, c'est un peu différent puisqu'on en parlera tout à l'heure dans le cadre de la table ronde. C'est une métropole qui a décidé de mettre sur pied une vraie stratégie de mobilisation des acteurs de la chaîne de valeur rénovation d'une façon particulièrement structurée et ce qu'on n'observe pas dans énormément de territoires. Ils avaient déjà engagé des choses, donc on avait envie de voir ce qu'ils faisaient, comment ça se déroulait sur leur territoire avec une vraie impulsion côté territoire. Et puis en Ile-de-France, sur la métropole du Grand Paris, un travail avec l'ALEPT, donc l'agence locale, l'ALEC de Paris-Terre d'Envol, parce qu'ils présentent des résultats en termes de rénovation qui sont extrêmement, rénovation de maisons individuelles, extrêmement intéressants et de très bons résultats. Et dans chacun de ces territoires, il s'agissait soit d'initier, soit d'observer ce qui se faisait pour voir les actions qui pouvaient être menées conjointement par des territoires et des négoces en matériaux ou en équipement. Alors maintenant, je vais proposer, pour ouvrir cette table ronde, trois intervenants. Fabrice Borda, directeur des solutions constructives de Saint-Gobain. Fabrice est où? Va intervenir. Merci Fabrice. Marwa Brahim, présidente de l'ALEPT, vice-présidente de Paris-Terre d'Envol. Alors mettez-vous là aux 3 places. Et toi, Bernice, tu peux te mettre là, si tu veux bien. Et Cécilia Godin, chargée de mobilisation des filières professionnelles, stratégie de transition énergétique et énergie métropole, Rouen-Normandie. Le débat va être animé par Bérénice. Merci. Et moi, ce que je vais vous dire en préalable, c'est que vous l'avez compris, cette opération démonstrateur, par nature, a fléché l'action sur 3 territoires et sur un certain nombre d'acteurs qui jouent. En l'occurrence, vous les avez vus, des enseignes de groupe Saint-Gobain Distribution Bâtiment. Mais d'ores et déjà, le président me le rappelait, c'est important, nous avons souhaité, nous, Club d'Amélioration de l'Habitat, élargir le principe de cette action à l'ensemble des acteurs de la distribution. Pourquoi? D'abord parce que les grandes fédérations des négoces, que ce soit Coedis ou FDMC, qui représentent l'intégralité des plus de 8000 points de vente que j'ai cités, sont membres du club. Ils sont membres du club, ils sont d'ailleurs ici représentés. Notre ami Roland Mongin, petite histoire, il a été bloqué dans l'ascenseur. Roland, tu es courageux, je te remercie. Donc les membres, les responsables de ces fédérations vont organiser avec nous et avec Bérénice un webinaire et qui va permettre d'informer tout le monde, l'intégralité des acteurs. Et de l'autre côté, en relation notamment avec l'ANA et avec les structures interministérielles, nous avons le projet d'organiser un webinaire à l'intention de l'ensemble
des espaces conseils France Rénov, donc ça sera enregistré, ils auront l'information, qui va donner une information sur le mode d'action que nous avons mis en place. Donc l'idée, c'est que derrière cette opération démonstrateur qui s'arrêtera, je le dis dès à présent, à la fin de cette année, eh bien, il y a un relais qui soit passé à l'intégralité de tous les acteurs terrain, publics et privés, et on pourra considérer qu'on aura réussi et fini notre mission en passant le relais à l'intégralité des structures publiques et privées. Bon, on y va. Bérénice, tu veux prendre la zapette et je te laisse maintenant démarrer par les différents intervenants. À toi de jouer. Et vous, alors, pardon, je vais vous donner les micros, parce que sans micro, vous aurez du mal à vous exprimer. Vous passerez le micro, puisque toi, tu as celui-là. Donc, je te laisse manager le... Et je suis avec toi, je reste là. Oui, bonjour. Autour de ces actions donc, de synergie publique-privée qui commencent, mais la volonté du club, bien évidemment, c'est après de pouvoir élargir à d'autres types d'intervenants de la filière rénovation. Donc, autour de ces questions de synergie entre les acteurs publics, collectivités, espace conseil France Rénov et négociants en matériaux et équipements, peut-être dans un premier temps, je vais passer la parole à Fabrice Borda, de façon à ce qu'il nous expose le regard de l'acteur privé majeur que constitue Saint-Gobain. Très bien. Bonjour tout le monde. Oui, donc moi je suis un homme du négoce. J'ai travaillé de longues années avec Jacques Pestre. Et effectivement, le sujet pour nous était nouveau. Comment un public du négoce qui vend des matériaux à des clients, qui les voit régulièrement, découvre et connaît les acteurs publics de la rénovation sur un territoire et comprennent les besoins. Donc pour ça, on a organisé sur les 3 territoires dont vous venez de parler des rencontres, soit à l'occasion de journées portes ouvertes, soit en faisant venir des artisans et les faire se rencontrer avec les espaces publics de la rénovation. Ça peut être à l'occasion de salons, à l'occasion simplement d'un événement dédié, soit à destination de nos chefs d'agence, soit d'équipes chez nous qui sont en charge de porter la bonne parole sur la rénovation énergétique. Donc on a pas mal tâtonné et on a trouvé des occasions de mieux se connaître. Je pense que le premier défi, c'est simplement de se connaître et de faire un peu tomber les préjugés. Le privé pouvant penser que le public est un échelon différent, qui fait des préconisations hors sol, qui se soucie pas de réellement ce que savent faire les artisans, des produits qu'on peut avoir en stock. Et puis inversement, en se connaissant, on a pu découvrir qu'en mettant ensemble nos actions, ça pouvait déboucher sur des choses très simples, plus d'artisans RGE, plus de confiance, plus de produits stockés qui correspondent aux besoins d'un territoire. Et là, nos équipes ont découvert les compétences qui existent dans les espaces de conseil France Rénov pour faire des bonnes préconisations. Donc, c'est vraiment sur le terrain, comme on le dit, que les choses se déroulent très humblement et très modestement. Et vous avez des exemples concrets ici sur les territoires dont on a parlé. Merci. Donc, pour commencer, alors on n'a pas la chance d'avoir les 3 territoires au... Ah oui, pardon. Excusez-moi Fabrice, j'ai omis, Jean-Pascal me le rappelle, de vous questionner de nous dire quelques mots sur le programme C2E Oscar qui permet de... D'accord, pas de souci, je n'avais pas vu la diapo. Donc Oscar, c'est un programme qui a été développé et financé par les C2E qui consiste à permettre de former des référents aide à la rénovation dans les négoces, chez des distributeurs grand public, pour qu'il y ait une première ligne qui soit efficace, qui sache parler et dédramatiser sur les aides. Donc ce programme, on l'a pris à plein chez SGDBF. Je vois qu'il y a Timothy qui est au fond de la salle, qui a notamment œuvré pour ça de manière tout à fait remarquable, puisque d'ici la fin de l'année, nous aurons plus de 2000 référents, donc très concrètement des vendeurs, des ATC, des chefs d'agence, qui ont été formés pendant 3 heures à un MOOC qui permet de s'acculturer à ces aides. Ensuite, avoir une journée complète de formation avec un professionnel agréé qui sait parler de ces sujets-là. Et enfin, des actions concrètes qui doivent être mises en place pour avoir le label. Donc, c'est une opération consistant à faire venir en agence des artisans et leur donner envie de s'inscrire à un programme de gestion des aides, leur expliquer qu'être RGE, c'est pas juste perdre de l'argent avec un label dépassé, mais c'est aussi une reconnaissance et un premier pas vers la rénovation énergétique. Donc oui, c'est un programme beaucoup d'ampleur dans lequel on aura mis du gaz pendant pratiquement 3 ans et comme le disait Jacques Pestre, en agence avec des salles de réunion toutes prêtes pour ça, qui nous permettent d'être efficaces. Merci.
pour faire commencer notre petit tour des territoires, quelques questionnements adressés à Cécilia Gaudin, donc métropole Rouen-Normandie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un territoire qui était parti d'emblée dans une vraie structuration des partenariats et des rapprochements qu'il pouvait y avoir avec les acteurs de la filière transition énergétique et rénovation énergétique en particulier. Cécilia, vous êtes, votre poste déjà, il parle de lui-même, puisque vous êtes responsable de la mobilisation des professionnels, un poste qu'on ne retrouve pas nécessairement dans beaucoup de collectivités, en tout cas à notre connaissance. Et autour de cette charte, donc, quand vous vous êtes attaché à vous rapprocher des négociants matériaux et équipements, vous avez structuré, mis sur pied, élaboré une charte d'engagement de ces négoces, dont les principaux axes révèlent bien tous les enjeux que vous voyez à ce rapprochement avec ces professionnels. Donc, si vous pouviez nous présenter ces axes structurants. Oui, merci Bérénice. Effectivement, nous, on a créé, la métropole de Rouen a créé un service public dédié à la transition énergétique qui s'appelle Énergie Métropole Rouen Normandie, il y a 2 ans et demi, avec une restructuration de l'espace France Rénov et d'axes pour accompagner la stratégie de transition du territoire, et notamment la rénovation du parc résidentiel et tertiaire, rénovation énergétique du parc de bâtiments, avec le souhait de mettre en place une mission de mobilisation des structures et des filières, des acteurs professionnels et des filières. Pendant 1 an et demi, on s'est concentré plutôt sur les dialogues avec les fédérations du bâtiment, les artisans, entreprises et architectes. Et on a souhaité étendre nos actions de mobilisation des acteurs pros à d'autres cibles qui pouvaient être relais de ce nouveau service public qu'on crée, notamment les distributeurs négoces du bâtiment, les agents immobiliers et également les centres de formation avec qui on commence cette année en 2024 à travailler, les centres de formation du bâtiment. Voilà, c'est pas l'objet aujourd'hui. Et les travaux avec les négoces, c'est venu effectivement d'une interaction qu'on avait en local, d'un contact qu'on avait effectivement qui a pu faciliter une prise de connaissance, une mise en connaissance entre la métropole et puis en l'occurrence une personne du laboratoire OptiPlus qui a pu faire cette mise en contact et qui a pu relayer auprès des enseignes Point P et CDO sur notre territoire, donc 6 magasins Point P et 2 magasins CDO, qui sont montrés très intéressés pour créer une interconnaissance entre les conseillers conseillers rénovation énergétique côté de l'espace France Rénov, et puis des équipes vendeurs, prescripteurs et chefs d'agence des enseignes sur le territoire. Et on a souhaité, donc Point P, ces 2 enseignes-là étaient volontaires, et nous on avait le souhait d'avoir qu'il n'est pas un partenariat mis en place avec le négoce, mais c'est bien une charte d'engagement ouverte à toute enseigne implantée sur le territoire, toute enseigne du négoce qui souhaite s'engager aux côtés de la métropole sur les 3 axes de la charte. Donc on l'a fait passer en conseil métropolitain en février 2023. Elle a 1 an et demi d'existence et du coup avec la mise en œuvre d'actions opérationnelles qui se sont déployées. Et les 3 axes de la charte, c'est 1, la visibilité de l'espace France Rénov et d'énergie métropole au sein de ces enseignes et auprès des clients pros, donc des artisans clients de ces enseignes. Donc là, c'est vraiment un intérêt croisé pour les deux du marché de la rénovation énergétique, et vu la conjoncture et par rapport au marché du neuf, quoi. On ne va pas faire la leçon ici. Et puis, du coup, vraiment un très gros enjeu de visibilité sur le terrain. Ensuite, le 2e axe, c'est vraiment la partie de le référencement des produits bas carbone et biosourcés, donc favoriser les rénovations à partir de matériaux biosourcés et tous les équipements qui vont avec. Et puis, le 3e axe, c'est la montée en compétences des artisans et pouvoir s'appuyer sur les services du négoce, sur la montée en compétences et la qualification, certification RGE, avec, pour certains qui ont déjà comme objectif RGE, qui est déjà déployé pour certains. Enfin, c'est pas déjà déployé, qui existe. Donc, ces 3 axes, Bérénice, pour la charte, qui existe depuis 1 an et qui, aujourd'hui, amène à 3 signataires et qui a amené à se développer, j'espère.
Et comme vous le dites, ça fait déjà un certain temps maintenant que cette charte a été formalisée et signée par 3 enseignes. Donc vous avez déjà eu l'occasion de mener un certain nombre d'actions concrètes. Est-ce que vous pourriez nous exposer les principales actions que vous avez pu mener jusqu'à présent et puis faire un premier bilan? C'est vrai qu'il est un peu tôt, mais c'est intéressant que vous nous disiez votre retour sur ce qui marche bien, ce que ça apporte, et puis aussi, soyons transparents, hein, les petits points, les points sur lesquels il faut encore progresser maintenant que la connaissance s'est bien instaurée. Effectivement, donc là on est sur du sur du local, du terrain, avec une interconnaissance avec un référent. Déjà le premier enjeu, c'était, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un vrai enjeu de se connaître et de décloisonner. Donc nous, on fait nos réunions quasiment systématiquement dans les salles de réunion du négoce. Voilà, il y a des belles salles qui permettent d'accueillir et de présenter, de discuter sur différents formats. En fait, on s'est calé sur le programme un peu, je dis, d'événements pro du magasin, de certains magasins. Donc, on a participé aux journées portes ouvertes artisans. Donc, il y a en général entre 50 et 100 artisans pro qui viennent à ces journées portes ouvertes sous un format barbecue, paella. On est en province, hein. On est sur le terrain. Ce sont des événements auxquels participent effectivement les clients du négoce, et nous, qui nous permet d'avoir une visibilité, de communiquer sur non pas seulement sur l'espace France Rénov et sur les aides, là on leur parle pas trop de ça à ces moments-là, mais juste le fait qu'il y ait un guichet unique qui puisse les renseigner sur l'ensemble de leurs questionnements. Et on vient aussi quand même avec des matériaux biosourcés, mais en général on est situé à côté de fournisseurs de matériaux biosourcés à ces événements. On en a fait 4, 5. Je reviendrai tout à l'heure, c'est peut-être pas le format sur lequel on s'est collectivement dit que c'était le plus efficace en termes de contact qualifié pour nous, comme pour le négoce, parce que souvent c'est du passage un peu rapide. Bref, je pourrais développer tout à l'heure. On a participé à des salons fournisseurs avec CDO thématisés forcément ENR, qui a bien fonctionné. Mais on sentait que c'était encore, en tout cas, les enseignes signataires étaient encore en appropriation des enjeux et du comment. Et donc, je pense que c'est vraiment à partir de cette année qu'on voit des propositions des deux côtés qui se développent mieux, qui sont plus appropriées. On a décidé de... Alors, une autre action qu'on a faite, c'est qu'on a rassemblé les ATC, donc on a une trentaine d'ATC de Point P, avec une intervention de notre espace France Rénov, qui est venu parler de ce qui se passe sur le territoire de la métropole, quelles sont les aides locales. On ne vient pas trop leur parler des aides nationales, on leur en parle, mais on leur dit bien, il y a un dispositif d'aide financière régionale de la Normandie, d'aide locale métropole. Et voilà qui sont les conseillers, et voilà qui vous pouvez appeler si vous avez un problème sur un devis, sur un aspect technique dans les propositions, équipements, etc. Et on y vient avec humilité, hein, c'est chacun son métier et sa place, mais il y a une vraie complémentarité qui s'installe, et on sent que les vendeurs du négoce sont aussi en train de se repositionner par rapport au marché de la rénovation énergétique et des produits à prescrire, et que c'est important finalement nos messages se convergent complètement. Et là, je vais peut-être pas parler tout de suite des perspectives, si ça y est, c'est dans la question. Allons-y, voilà, en quelques... Voilà, non, sur le bilan, c'est vrai que sur les stands lors des journées portes ouvertes, on a eu finalement assez peu de gérants d'entreprises, donc on n'a pas forcément les décideurs des entreprises. On a eu très peu d'artisans RGE. Voilà, on n'est pas sur la cible des travaux aidés. Et on le sait, en fait, les responsables de secteur du négoce nous le disent. On est en train aussi d'aller chercher une autre typologie de clients, et on a besoin de vous pour ça. Parce qu'on a la chance en Normandie d'avoir un système de chèques éco-travaux qui vient abonder la rénovation globale, performante et en plus décarbonée, avec 3 niveaux d'aide supplémentaires, jusqu'à 9 000 € au total, en plus de MPR et puis des aides départementales.
Et on a déjà une charte de rénovateurs BBC, bâtiment Basse-Conso, avec une vingtaine d'artisans qui gravitent, en tout cas sur le territoire, vous ça paraît très peu, mais en tout cas pour le territoire de la métropole, qui sont en capacité d'encadrer des chantiers de rénovation globale avec une mission de coopération. Donc, promouvoir ce dispositif de rénovateurs BBC auprès du négoce et puis de leurs clients pro, c'est un peu intéressant. Ouais. Voilà. Donc on voit l'enjeu de mieux qualifier la cible et les échanges que vous pouvez avoir. Et le fait, ce qui est intéressant, c'est que les choses se mettent en on dialogue, franchement, on dialogue très bien. Et que les idées commencent à... très constructif. Ouais, les idées commencent à fuser. Il y a un dernier point sur lequel on travaille, c'est pas un petit point, c'est que la métropole voter des aides financières, notamment sur les équipes, sur le renouvellement, par exemple, des poêles vétustes et anciens, dans le cadre du fonds Airbois de l'ADEME. Et autant CDO que Point P et que VM, donc les négoces, il y a un vrai enjeu à les avertir en amont du dispositif d'aide, quels seront les critères qui puissent les relayer auprès des clients pro, qu'ils soient partenaires, notamment parce qu'on va faire une autre charte des installateurs d'équipements de chauffage au bois, et qui puissent préparer les référencements d'appareils conformes. Voilà. Kit solaire, photovoltaïque également. Faciliter le fait que toutes les initiatives nouvelles puissent partir être relayées, exactement. Ouais. Tout à fait. Merci Cécilia. Vous évoquiez l'enjeu de faire monter en nombre les professionnels qualifiés RGE. Maintenant, je vais me interpeller Marois Brahim. Vous êtes vice-présidente de Paris-Terre d'Envol, donc un territoire situé au nord-est de la métropole du Grand Paris. Vous êtes également présidente de l'ALEC Paris-Terre d'Envol, territoire qui nous a beaucoup intéressés parce qu'il y a des résultats extrêmement impressionnants en ce qui concerne les rénovations d'ampleur sur les zones pavillonnaires. Est-ce que vous pourriez nous exposer les objectifs et le rôle donné à l'ALEC Paris-Terre d'Envol pour réussir ce grand chantier de la rénovation d'ampleur ? Bien sûr, avec grand plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous. C'est une première pour moi, donc effectivement, je vous présente les actions qui sont développées par l'ALEPT. L'ALEPT, c'est une association qui est très récente puisqu'elle a été créée en 2016. C'est une association d'intérêt général et qui vient d'une volonté politique, puisqu'elle a été créée par le PT Paris-Terre d'Envol. Et cette association, qui compte aujourd'hui 10 salariés, lutte contre la précarité énergétique. Elle accompagne en fait les particuliers pour, très concrètement, faire des économies d'énergie. Et il y a également un aspect économique, en plus de l'aspect écologique, faire des économies d'argent. Comme je vous l'ai dit, on a une association qui a 10 salariés. Et aujourd'hui, quand très concrètement un particulier vient vous faire la demande pour obtenir des aides, eh bien, l'ALEPT, elle, est en mesure de répondre. Non seulement elle est en mesure de répondre, mais j'irai même au-delà de ça, c'est-à-dire que sur le territoire de l'EPT Paris-Terre d'Envol, c'est le guichet unique. Donc, elle a effectivement la casquette France Rénov', vous en parliez tout à l'heure, mais effectivement, elle est le guichet unique sur le territoire de Paris-Terre d'Envol. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand, très concrètement, un particulier vient vous voir, propriétaire de maisons individuelles, d'accord, il vient vous voir pour des travaux de rénovation énergétique, eh bien, il y a un thermicien de l'ALEPT qui se déplace, qui fait un diagnostic technique énergétique gratuit et qui ensuite le transmet aux particuliers. Donc, il y a une première visite qui est faite, il y a un dialogue qui est fait et il y a plusieurs scénarios qui sont proposés aux particuliers, tel et tel travaux qui vous enchanteraient, enfin vous réfléchissez et puis à ce moment-là, vous revenez vers nous. Tout à l'heure, vous parliez également de la question de la confiance, ça me parle énormément, nous ça nous parle, puisqu'on a un annuaire comme vous de sociétés de confiance, avec une charte qui est, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, des sociétés, en fonction des travaux que le propriétaire, lui, demande, et des scénarios qu'on lui a transmis, eh bien, fait ce choix de telles sociétés qui fait partie de nos annuaires. À partir de ce moment-là, eh bien, nous sommes les seuls en mesure de monter le dossier qui sera ensuite déposé auprès de l'ANA. L'ALEPT, elle, il y a un dispositif Paris-Terre d'Envol Rénov' qui a été voté en Conseil de territoire il y a un an, qui en fait permet à l'EPT Paris-Terre d'Envol de donner des aides. On parlait des aides locales tout à l'heure. En plus des aides de l'ANA, eh bien, il y a l'EPT Paris-Terre d'Envol qui peut eh bien, transmettre et octroyer des aides financières aux particuliers. Et donc, l'ALEPT suit en réalité les travaux
du début à la fin des travaux. Ça, c'est important. C'est-à-dire que quand le diagnostiqueur se déplace, eh bien, lui, il suit. L'ANA avance des fonds et à la fin, l'ANA exige un compte-rendu de ce qui a été fait par la société. Un compte-rendu des travaux. Enfin, il faut, pour que l'ANA règle le solde, eh bien, il faut que l'ensemble des travaux soient effectués dans le sérieux, dans les délais. Et ça, la LEPT en rend compte. Voilà, c'est très important pour nous. Donc, vous parliez également, et je finirai de répondre à votre question sur ce sens-là, la LEPT monte en compétences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les chiffres qu'on arrive à réaliser ne sont pas du tout les mêmes qu'en 2016, quand l'association a été créée. Je vous donne eh bien, des éléments clés. Aujourd'hui, il y a 40 diagnostics. On est loin des milliards, hein. Évidemment, on est quand même une association locale. Mais la LEPT, aujourd'hui, arrive à réaliser 40 diagnostics techniques par mois. Depuis janvier 2023 à aujourd'hui, on en a réalisé 1000. C'est quand même important. 200 travaux de rénovation par an sont réalisés avec des dossiers qui ont été réglés par l'ANA et auprès desquels les propriétaires ont obtenu satisfaction. L'ANA exige un minimum de 35% de gains énergétiques. Je peux vous dire, et moi je m'en félicite en ma qualité de présidente de la LEPT, que très souvent, les gains énergétiques sont beaucoup plus importants. On est en moyenne entre 60 et 75% des gains énergétiques obtenus. Donc voici voilà, un bref et dans les grandes lignes état d'esprit de la LEPT avec des chiffres très concrets qui viennent corroborer les discussions précédentes qui ont eu lieu. Merci beaucoup. En quelques mots, parce qu'on me fait signe du fait que voilà, il faut maintenir le temps. Vous avez structuré depuis 2020 déjà un réseau de partenaires professionnels. Est-ce que, et c'est la structuration de ce réseau qui vous a amené à avoir envie d'intervenir, notamment dans le cadre de formations RGE organisées dans certaines enseignes du négoce du bâtiment. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui vous a donné envie de créer ce réseau de professionnels et puis les grands principes de fonctionnement de ce réseau de partenaires pro? Oui, vous savez qu'il y a eu le Covid qui est passé par là, il y a une crise énergétique, il y a une perte de confiance aussi de beaucoup de salariés. Vous connaissez les contentieux qui existent avec les sociétés qui arnaquent. Et ça, effectivement, dans notre territoire de Seine-Saint-Denis qui est ultra paupérisé, eh bien, c'est un enjeu pour nous, et une priorité sur laquelle on s'est penché. Et la solution qu'on a trouvée, c'est effectivement pour répondre aux doléances des habitants concernant le timing, concernant les travaux, concernant le fait que les travaux doivent être bien réalisés et que le gain énergétique soit présent. Eh bien, on a décidé de créer autour de nous un annuaire. Donc en septembre 2023, c'est très récent. Et aujourd'hui, on a une cinquantaine d'artisans, sociétés, qui répondent non seulement, donc tous reconnus RGE, et qui répondent à nos conditions. Puisque une charte a été mise en place, co-signée entre la LEPT et ses différents artisans. Et l'objectif pour nous, c'est de les référencer. Donc eux, ils ont un gain, évidemment, en fonction des travaux qui sont demandés par les propriétaires. Il y a un gain pour ces sociétés-là. Mais pour nous aussi, ça nous permet très sincèrement et très simplement de fidéliser les habitants. Puisqu'on, comme je vous l'ai dit, on est une association d'intérêt général. On ne peut pas se louper. Voilà. Aujourd'hui, les enjeux sont tellement importants, écologiques, énergétiques, économiques, qu'on se doit d'être au rendez-vous. Le travail n'est pas terminé. Voilà. On est vraiment sur le qui-vive. On a un travail de fond, je pense qu'on peut encore préciser et qu'on va préciser. Mais je suis très satisfaite de ce premier bilan. Voilà. Oui, donc ce sur quoi vous insistez, c'est l'impératif d'avoir un bon climat de confiance pour que les particuliers puissent se lancer dans des chantiers d'ampleur. Et ça fait écho à ce que Jean-Pascal signalait tout à l'heure sur les problématiques d'éco-délinquance. Alors malheureusement, comme je vous le disais tout à l'heure, le territoire de l'Isère n'a pas pu venir se joindre à nous parce que c'est un peu loin. Mais c'est notre troisième territoire d'expérimentation sur ces rapprochements. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un peu Ageden qui est venu taper à la porte du club en disant nous, on a envie de travailler, de se rapprocher du monde du négoce, mais pour l'instant, on n'y arrive pas. Alors, ils avaient du mal à se rapprocher du monde du négoce, mais néanmoins, ils avaient déjà structuré un service
un service d'information aux professionnels. Ce n'est pas toujours le cas, je crois, je parle sur votre contrôle Cécilia, mais c'est le cas sur la métropole de Rouen. Mais voilà, quand on regarde AGEDEN ou l'ALEC de Grenoble, sur leur service, il n'y a pas juste informer et accompagner les particuliers, il y a aussi informer et accompagner les professionnels. Donc, ils ont mis en place une hotline téléphonique qui renseigne, enfin, qui répond à plus de 500 appels par an. Ils ont mis en ligne un outil qui permet de vérifier qu'il y a bien les bonnes mentions sur les devis pour bénéficier des aides financières. Là, on voit qu'on est vraiment dans cette logique de tout fluidifier, de se rapprocher pour que les choses soient le plus fluides possible. On a 1500 connexions par an. Et puis, ils organisent aussi des événements. Ça peut être du café-débat, de la visite de chantiers exemplaires. Et tout ça, c'est vraiment dans l'idée de mieux connaître le monde professionnel et de les aider dans leur travail et de les embarquer dans l'objectif de faire des chantiers plus ambitieux. Donc, dans le cadre de l'expérimentation, ils ont fait il y a un certain nombre d'actions qui ont été menées. Ils ont été conviés sur le roadshow de Point P, ce qui leur a permis de rentrer en contact avec 40 entreprises bien qualifiées. Et derrière, il y a eu des prises de contact bilatérales, AGEDEN, ALEC. Ils ont eu l'occasion aussi d'échanger avec les technico-commerciaux de ces deux enseignes, ce qui pour eux présente une forte plus-value parce que on est un peu dans une logique de ruissellement, quoi. On épaule et on fait monter en compétence, entre guillemets, les technico-commerciaux et après, ils peuvent relayer auprès de leur entreprise. C'est un peu un billard à plusieurs bandes. Les conclusions qu'ils tirent de tout ça, pour l'instant, ils sont très satisfaits. Ils trouvent que c'est des pistes de partenariat qui sont très prometteuses. Ça leur donne envie de structurer une charte de partenariat un peu du type de celle de la métropole. Ils ne mesurent pas d'impact concret sur la fréquentation de leurs services aux pros. Et ils soulignent le fait qu'il y a un modèle économique, entre guillemets, à trouver qui est un petit peu difficile pour eux parce que travailler auprès des négoces, etc., ça demande beaucoup de temps. Et comme toute structure, ils ont la question de leur financement. Alors à voir, ils seront en attente de ce que donnera le pacte territorial pour voir s'il y a moyen de donner plus d'ampleur. Voilà pour le tour, un petit aperçu des travaux et de ces expérimentations et initiatives locales. Alors, merci de vos interventions. Nous restons ensemble sur ces opérations démonstrateurs jusqu'à la fin de cette année, puisque nous avons un rendez-vous sur le salon Batimat le 2 octobre à 16h, notre colloque, où nous restituerons l'intégralité des travaux. On a démarré notre action à Renaud Days le 12 septembre. On la terminera le 2 octobre 2024. Et durant cette année, on va pouvoir avoir une vision, une amplitude finalement de tout ce qui s'est fait. Et dans le même temps, je le redis, nous aurons également élargi l'information à l'intégralité des distributeurs français et des ECFR en France. Voilà. Donc merci, on continue ensemble. Merci, je vous applaudis, merci, bravo. Merci. Alors, on déborde un peu, mais on vous l'avait dit, donc on est à moitié pardonné. Et on reste ensemble parce qu'après, on boit un pot ensemble. Alors, je vais demander à Jean-Luc Artaud de venir. Alors, je vais lui compresser aussi un petit peu. On va maintenant parler de formation, d'accompagnement, la montée en compétences des professionnels. Nous terminerons sur les sujets de l'adaptation du logement. On ne vous oublie pas. Voilà. Donc, Jean-Luc, quelques mots sur ce fameux programme BUS 2 auquel nous avons contribué, mais dont vous avez été leader. Prends la zapette. Voici, je te laisse manœuvrer. La grosse légère verte, voilà, qui donne. Bien, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Build Up Skills, c'est un programme. Voilà, on va vous présenter les résultats et les propositions d'action de ce projet. Donc, c'est un projet qui a été porté par l'ADEME et Alliance Ville Emploi, là, qui vient de se terminer. Donc, c'était sur les 18 derniers mois. Sur le territoire national avec une déclinaison sur 3 territoires en particulier, le Cambrésis, le Cotentin et Aix-Marseille. Programme qui a été cofinancé par l'Europe, le programme LIFE, et avec le soutien de 4 ministères. Vous êtes un certain nombre à avoir contribué à ces travaux, donc finalement
Nous n'avons fait que tenir le crayon et ensuite il y a eu énormément d'ateliers, il y a plusieurs centaines de personnes qui ont participé à ces travaux. L'objectif était double. La première partie de l'étude, c'était d'établir un diagnostic qui soit partagé le plus possible sur les marchés, mais surtout les emplois et compétences dont on avait besoin pour assurer la transition énergétique dans le bâtiment, donc sur les sujets de rénovation énergétique à l'horizon 2030. Et puis, donc ça, c'était jusqu'à l'été dernier. Et la deuxième partie du travail consistait à définir ensemble des orientations, proposer des actions et identifier les acteurs de leur mise en œuvre. Donc, c'est comment essayer d'être le plus concret possible pour contribuer donc à atteindre les objectifs qu'on a identifiés dans la première partie. Donc, sur cette première partie de diagnostic, le résultat brut sur le nombre d'emplois, il est là. Donc, il se cale un peu entre les scénarios de France Stratégie et de Négawatt. Donc, BUS 2, c'est le scénario central, où on estime le besoin entre 170 000 et 250 000 équivalents temps plein supplémentaires requis pour la rénovation énergétique des bâtiments entre 2019-2020 et déjà l'horizon 2030. Donc ce sont des chiffres qui commencent à circuler, que vous avez pu déjà entendre, mais qui ont pu être confirmés avec une déclinaison métier par métier. Donc tous les chiffres sont accessibles dans les codes documents et dans les rapports. Ce qu'il faut peut-être retenir de cette diapo, c'est que finalement, tous les métiers sont impactés, de la conception, même maîtrise d'ouvrage, mais de la conception à la maintenance, en passant évidemment par les travaux, sur tous les corps de métier, et de l'encadrement aux compagnons de production, donc vraiment à tout niveau, avec évidemment des effets plus importants sur certains métiers qu'on comprend bien, comme les plombiers chauffagistes ou les électriciens, par exemple. Des enseignements peut-être plus qualitatifs qui ont été également tirés du diagnostic, donc le recrutement massif à venir pour non seulement remplacer, renouveler les effectifs par les départs, à cause des départs en retraite, mais aussi parce que les besoins vont augmenter. Ça rejoint un peu aussi les chiffres qu'on a vus précédemment. Renforcer les compétences techniques liées à la performance énergétique. Donc là, les retours terrain, les artisans sont compétents, les entreprises sont compétentes, ce n'est pas le sujet. Et on voit bien que sur des domaines très spécifiques, comme pour atteindre la performance énergétique, il y a des gestes très particuliers de gestion des interfaces qu'il faut que les professionnels connaissent. Et ça, c'est un constat où il y a encore du travail là-dedans. Et puis, ça a été dit aussi tout à l'heure, les métiers, les professionnels de l'immobilier, on a pensé aux notaires, etc., doivent être plus impliqués sur ces sujets de rénovation. L'accompagnement technique, social, financier également des maîtres d'ouvrage, donc on pense aux particuliers, ça a été dit aussi un peu cet après-midi, donc là besoin d'ETP supplémentaires, et puis ce que vous connaissez aussi, bascule un peu plus de la construction neuve vers la rénovation, et voilà, les entreprises, le secteur de la construction neuve qui petit à petit doit intégrer davantage d'activités de réhabilitation lourde et rénovation énergétique associées. Donc ça, ce sont les grands enseignements que vous retrouverez largement détaillés dans l'étude. Ensuite, deuxième partie, échange, témoignage. Et ce qui était intéressant dans cette deuxième partie, c'est que toutes les actions proposées ont déjà été testées par les uns les autres dans les territoires, comme celles qu'on vient d'avoir juste avant. Et ce sont des idées qui ont été reprises dans les propositions. Donc, trois axes de travail se sont dégagés. Le premier portait sur le soutien au marché de la performance en construction et rénovation, avec des grandes idées sur de renforcer la demande de rénovation performante. Donc, on l'a dit, accompagnement fort des propriétaires, déployant des accompagnements appui adaptés aux besoins des acteurs et le développement des filières avec plus de performance environnementale. Et tout ça, ça donnait lieu à 6 actions. Qu'on cherche, qui visaient à être très très concrètes. Les sous-parties en noir montrent qu'elles ont été testées et vont être reprises dans les différents territoires d'expérimentation. Donc je ne vais pas toutes les reprendre, mais par exemple sur l'accompagnement des particuliers, aider à la création, au soutien, au développement des sociétés de tiers-financement qui aujourd'hui existent, mais qui pourraient se développer encore plus. Ça, c'est une des mesures qui est poussée.
Voilà, des EPCI aussi sont intervenus lors de ces ateliers. Eux, ils ont besoin de mutualiser des moyens d'ingénierie pour porter des projets de rénovation à l'échelle de leur petite commune. Et donc, voilà, des actions qui pourront être poussées demain. Ça, c'est sur l'axe 1. Sur l'axe 2, on était plutôt sur le sujet donc, emploi, attirer de nouveaux talents dans le secteur pour pallier à ce déficit dont on parlait précédemment. Donc, que ce soit des personnes éloignées de l'emploi, des demandeurs d'emploi, des féminisation des chantiers, impliquer un peu plus les intermédiaires de l'orientation scolaire et professionnelle. Il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine-là. Et puis également travailler sur le maintien des actifs en poste dans le secteur, puisque c'est aussi une réalité. Un certain nombre quittent la profession, et donc il y avait aussi un travail à faire dans cette direction. Et donc, même chose, en l'occurrence, 6 actions, donc, qui pour certaines qui se contentent d'un titre, mais derrière, il y a tout un canevas avec des intervenants, des acteurs, des budgets, des ETP à créer, qui peut les porter, etc. Voilà, donc, que ce soit des campagnes de communication pour continuer à faire évoluer l'image du métier, développer l'insertion professionnelle des personnes éloignées de l'emploi. On l'a dit, renforcer le rôle des prescripteurs qui orientent les demandeurs d'emploi dans le secteur du bâtiment. Voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et là aussi, repris par un certain nombre de territoires. Et puis, le dernier axe, donc, qui était plutôt sur la formation, donc avec l'incitation au développement de compétences nécessaires à la performance des travaux, ça reprenait la première idée, l'offre pédagogique variée, et puis la montée en compétences de tous les acteurs, et notamment les acteurs de l'immobilier. Et là aussi, donc 5 propositions très concrètes avec identification de porteurs à chaque fois. La 3.2, par exemple, reprend l'idée de monter en compétence du territoire, de mise en relation à travers des réseaux professionnels. Donc voilà, partenariat public-privé, ce sont des choses qui ont été proposées. Voilà, et sinon également un accent sur la massification des formations. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites en Hauts-de-France sur la formation au geste, sur le chantier ou sur plateau technique. Et donc, ce sont des choses qui pourraient être reprises ailleurs pour avoir. Et là, ce sont les témoignages des maîtres d'ouvrage qui disent que quand les compagnons du chantier sont passés 2 jours tous ensemble sur la thématique de la rénovation énergétique, les effets sont immédiats ensuite sur la réalisation des travaux. Et donc voilà, pousser ce genre d'initiative. Voilà les 3 grands axes et les 17 propositions de ce travail. Donc tout a été mis en ligne là très récemment, et puis donc voilà, on est facilement accessible. Vous avez également tous les chiffres, donc ce qu'on espère que tout ça va être massivement relayé, voilà, pour évidemment porter, amplifier le déploiement de ces sujets de rénovation énergétique. Timing, voilà. Respecté. Merci, parce que c'était un exercice. Alors, on l'avait compris, derrière tout ça, il y a un dossier extrêmement large. Là, c'est vraiment une synthèse de synthèse. Ce dossier, il est accessible, il est très complet. Et donc, on vous l'enverra. En tout cas, je vous le recommande parce que beaucoup de choses sont décrites dedans qui vont nous servir pour l'avenir. Merci Jean-Luc. Et on va terminer. Je vais proposer à Manon et à Marie de nous rejoindre. On va parler plus spécifiquement d'adaptation du logement au vieillissement de la population et particulièrement à cette opération qu'on appelle... Où elle est passée la zapette? C'était qui la zapette? Merci Jean-Luc. Donc, merci. Voilà. Et particulièrement MaPrimeAdapt. Donc, je vais vous laisser la parole. On a un peu débordé, mais le sujet est également extrêmement intéressant. Je vous laisse manœuvrer. Manon, adjointe au sous-directeur des politiques de l'habitat de la DGALN, et Marie Moss, responsable de l'unité des politiques d'adaptation à l'ANA. À vous de jouer, mesdames. Vous avez à peu près, pareil, une dizaine de minutes. Merci. À vous. Alors, bonjour à tous. Merci au Club de l'amélioration de l'habitat de nous avoir conviés pour parler de MaPrimeAdapt. Donc, vous avez compris, on va vous parler plutôt du vieillissement et de l'autonomie. Mais ça ne va durer que 10 minutes car on va essayer d'aller vite. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est MaPrimeAdapt. Donc, MaPrimeAdapt, c'est une aide que le gouvernement vient de lancer depuis le 1er janvier 2024 pour booster le financement de l'adaptation des logements au vieillissement et à la perte d'autonomie.
Cette aide, on l'a lancée dans un contexte que vous constatez tous, qui est celui de la transition démographique. On fait face à une transition démographique galopante. On estime qu'à horizon 2050, on aura 35% de la population qui aura plus de 60 ans, et que face à ça, on a moins de 10% des logements qui sont adaptés à des personnes vieillissantes et en perte d'autonomie. Donc on a vraiment un enjeu d'accélérer l'adaptation des logements pour permettre à tous finalement ces vieux de vieillir chez eux, parce que c'est ce qu'ils souhaitent dans une grande majorité. Donc MaPrimeAdapt, on l'a lancé pour booster finalement cette dynamique d'adaptation, de travaux d'adaptation des logements au vieillissement, à la perte d'autonomie. Et l'objectif, c'est vraiment, avec cette aide, de finalement créer un réflexe des personnes à adapter leur logement. On veut vraiment créer le réflexe travaux qui est aujourd'hui difficile, et surtout le créer le plus tôt possible. C'est-à-dire qu'on souhaite vraiment que les gens n'adaptent pas leur logement quand c'est trop tard et qu'ils ont déjà chuté, qu'ils ont déjà perdu en autonomie, mais qu'ils anticipent en fait. Donc voilà, il y a ce réflexe à créer. Donc on est sur cette dimension-là, à la fois sensibiliser, prévenir et accélérer le nombre de chantiers, le nombre de logements adaptés. C'est un marché qui, pour le secteur du bâtiment, est considéré comme plutôt attractif et qui va de fait, en fait progresser dans les années à venir, et ça ne peut pas revenir en arrière. On estime qu'on a un besoin d'investissement de l'ordre de 2 milliards par an sur ce sujet. Donc voilà, pour vous, enfin pour le secteur du bâtiment dans son ensemble, ça représente 2 milliards de chantiers par an. Et pour répondre à cet enjeu, donc, le gouvernement lance MaPrimeAdapt, et on s'est fixé, peut-être que vous avez ces chiffres en tête, un objectif d'ici 2027 d'adapter déjà 250 000 logements. Et le gouvernement a mis sur la table, dans le cadre de la programmation budgétaire, une enveloppe de 1,5 milliard d'euros. Et donc, je vais laisser la parole à Marie pour vous dire où est-ce qu'on en est. Donc, on est à 5 mois et demi du lancement. Voilà les chiffres du déploiement. Alors justement, MaPrimeAdapt a été lancée depuis le 1er janvier. Alors c'est une aide qui est sur la métropole et en Outre-mer. Je le précise parce que ça fait partie vraiment des nouveautés, on va dire, en ce qui concerne l'adaptation. À date, en termes de dossiers créés, on est à plus de 25 000 dossiers créés. Ce qu'on considère être un dossier créé, c'est un usager qui va sur la plateforme et qui va remplir quelques questions pour identifier sa problématique et ce qu'il souhaite faire comme travaux. Donc sur cette plateforme-là, il peut mettre des travaux qui vont être liés par exemple à la rénovation énergétique dont on a parlé un peu avant, donc MaPrimeRénov' que vous connaissez certainement tous, et des travaux liés à l'adaptation. Donc on sait qu'en termes de dossiers créés, en termes de personnes usagers qui souhaitent faire des dossiers d'adaptation, on est autour de 25 000 personnes qui sont dans cette dynamique-là. Ensuite, en termes de dossiers déposés, donc un dossier déposé, ça va être un dossier créé qui a été mis en relation avec un AMO, donc un assistant à maîtrise d'ouvrage, que ce professionnel a rencontré l'usager et que cette volonté, on va dire, juste de faire des travaux d'adaptation s'est concrétisée en un projet palpable. Donc en termes de dossiers déposés, donc de dossiers vraiment dans une dynamique d'engagement, on est à date à plus de 12 000 dossiers à peu près. Et en termes de dossiers engagés, donc là aussi je vous le précise, en fait un dossier engagé, c'est un dossier qui a été déposé, qui a été instruit au niveau de l'ANA et sur lequel l'ANA a statué sur un montant de financement, une subvention qui va être accordée à cet usager. Pour le moment, il y a un peu plus de 5 000 dossiers engagés, donc il y a des engagements qui sont posés au niveau de l'ANA à date. Effectivement, on peut se dire qu'il y a un décalage entre le nombre de dossiers créés et le nombre de dossiers engagés. C'est tout à fait normal parce que forcément, une fois qu'un dossier est créé, le temps de rencontrer son AMO, de mettre en place son projet, de rencontrer un artisan, de rencontrer vraiment dans cette démarche effective, ça peut prendre un certain temps, mais on va dire que l'espoir qu'on a, c'est vraiment que l'ensemble des dossiers qui sont créés se transforment
transforme vraiment en des dossiers qui sont déposés et engagés. On vous a mis aussi le nombre de suivis qu'on a sur notre page principale qui décrit l'aide, donc de manière un peu plus précise que ce que je peux faire là. En termes de dynamique, on a plus de 300 000 visites depuis le 1er janvier sur cette page-là. Ce qu'on peut aussi constater, c'est que sur notre ancienne aide qui était Habiter Facile, la moyenne d'âge tournait autour de 84 ans. Et forcément, dans la mise en place de MaPrimeAdapt', on a vraiment cette volonté de rajeunir, on va dire, le public cible. C'est pour ça que l'aide est ouverte à partir de 70 ans. Et juste en ce début d'année, on a déjà constaté que parmi les dossiers qui sont déposés, la moyenne d'âge est beaucoup plus jeune que ce qu'on avait les années précédentes. Donc, c'est une très bonne dynamique. Et en termes de montant des travaux, pareillement, on a remarqué que les enveloppes de travaux qui sont accordées sont un peu plus importantes, ce qui fait que les personnes vont aller sur des travaux plus conséquent, pas juste refaire sa salle de bain, on sait c'est important, mais il y a d'autres travaux qui peuvent être pris en compte, comme les volets, comme tout ce qui va être lié à la circulation. Et c'est vraiment notre enjeu aussi de ne pas faire du monogeste lié à la salle de bain, mais vraiment d'avoir une vision globale de ce qu'est les travaux d'adaptation dans un logement. Et on a mis un top 3 des régions qui n'est pas une compétition, mais c'est juste pour dire qu'à date, les régions qui ont pu avoir le plus de dossiers engagés sont l'Aquitaine, l'Occitanie et Pays de la Loire. Donc vous l'aurez compris, la dynamique de lancement est bonne. Clairement, derrière ces chiffres, si on interroge notamment les réseaux d'accompagnateurs, tous nous disent qu'ils constatent globalement un doublement du volume de dossiers par rapport aux années précédentes. Donc on est sur un produit qui a rencontré son public. Maintenant, tout n'est pas gagné, on va pas se mentir. Avec l'ANA et la DHUP, nous, on est très vigilants à ce que cette demande et que ce flux de dossiers se traduisent bien en dossiers qui sont engagés, en travaux qui sont effectués. Et pour ça, on a notamment travaillé avec les réseaux d'AMO pour s'assurer que voilà, ils sont bien armés pour répondre à tous ces dossiers, toutes ces visites, tous ces besoins d'accompagnement qui arrivent. Et bien sûr, on travaille avec les équipes de l'ANA pour que derrière, les dossiers qui sont déposés soient instruits avec le plus de fluidité possible. Bien sûr, c'est compliqué parce qu'on est sur une nouvelle aide, on est sur une réforme et derrière, il y a de l'humain. Il y a de l'humain dans les réseaux d'AMO, il y a de l'humain dans les réseaux de l'ANA et donc ça prend forcément un peu plus de temps. Et donc nous, globalement, maintenant que l'aide est lancée, on ne fait pas rien, on est très actifs avec l'ensemble des parties prenantes pour faire en sorte que on lève tous les irritants qui sont constatés depuis le lancement et que on contribue à améliorer finalement le dispositif qu'on a imaginé. Donc bien sûr, on échange très régulièrement avec les réseaux et les délégations locales de l'ANA. On a une FAQ qui est dans les tuyaux, qui est déjà à disposition des professionnels et des AMO et qu'on souhaite pouvoir mettre rapidement sur le site France Rénov pour que tout le monde, y compris le grand public, puisse y accéder. On organise des webinaires. L'ANA sort d'une série de webinaires avec les espaces Conseil France Rénov, parce que bien sûr, les espaces Conseil France Rénov qui interviennent principalement sur la réno énergétique, en fait, ils sont aussi là pour parler autonomie avec les usagers, donc on a besoin de les former à ça. Donc l'ANA, il travaille beaucoup. On travaille aussi avec l'ensemble des acteurs du monde médico-social, donc c'est pas forcément des acteurs que le monde du bâtiment connaît beaucoup, mais ils sont aussi très importants dans le dispositif pour informer les usagers, pour aller chercher les personnes, pour les convaincre de se lancer dans la démarche. Donc on forme aussi ces acteurs-là. Et on va organiser une série de webinaires aussi avec des réseaux d'entreprises, d'artisans, notamment via France Silver Eco et les FEDE. Ça arrivera plutôt, je pense, dans le second semestre 2024. Je pense que c'est tout pour les actions à court terme. Vous dire aussi qu'on travaille sur des améliorations plutôt de long terme avec plusieurs enjeux. Le premier, c'est la structuration de la filière des professionnels du bâtiment. Et donc là, on a des groupes de travail en ce moment avec France Silver Eco et les deux fédérations FFB CAPEB pour finalement, comme pour la réno énergétique, essayer de vraiment embarquer l'ensemble des acteurs dans la dynamique. Et on a travaillé à ce stade avec eux sur 2 points importants. La formation.
Donc la formation professionnelle, la formation initiale aussi, où on souhaite vraiment essayer d'intégrer cette question des travaux autonomie aussi dans la formation initiale des entreprises et des artisans. Et un deuxième enjeu, c'est le référencement. Comment on fait pour mettre en visibilité les entreprises qui sont formées, expérimentées pour faire des travaux d'autonomie et qu'on qualifie d'entreprises de confiance. Et donc là, on travaille avec les deux fédérations pour finalement constituer un annuaire d'acteurs formés qui sera disponible sur une plateforme pour l'ensemble des usagers, l'ensemble des acteurs. On a aussi ce chantier-là qui avance en parallèle pour avoir un annuaire des AMO autonomie et un annuaire des ergos. C'est un peu plus du long terme, mais en tout cas, voilà, on travaille avec les fédés là-dessus. Ensuite, on travaille plutôt avec les acteurs médico-soc pour également améliorer toute la sensibilisation autour de MaPrimeAdapt. Vous avez dû le voir, il y a eu une grosse campagne de communication du gouvernement sur le sujet, avec des spots à la télé, beaucoup d'actions de com dans la presse, et on est en train de développer un autodiagnostic, un questionnaire qui sera un petit outil facile, avec quelques questions pour finalement permettre à n'importe quelle personne de faire son bilan sur finalement, moi, mon logement, est-ce qu'aujourd'hui, il est adapté à mon vieillissement, à ma perte d'autonomie. Et ça, c'est un outil aussi qu'on souhaite pouvoir diffuser largement. Et enfin, l'ANA travaille sur l'enjeu des cofinancements, parce que MaPrimeAdapt, ça peut financer les travaux à hauteur de 70% maximum, et donc il y a forcément un reste à charge et il faut le réduire, et donc on doit aller chercher des cofinanceurs, et on travaille notamment avec toutes les caisses de retraite complémentaires, les assurances, les mutuelles, pour qu'ils conventionnent avec l'ANA et qu'on puisse fluidifier aussi cette question des cofinancements. Je pense que j'ai fait le tour de la présentation. Ah oui, non, on avait un dernier point sur les fraudes. Mais comme pour la rénovation énergétique, comme sur MPR, dès qu'il y a des financements publics, forcément ça attire des acteurs malveillants, ça attire de l'éco-délinquance. Et donc on est aussi très actifs sur ce sujet avec l'ANA pour finalement bien identifier tous les schémas de fraude qui se construisent. La fraude, elle intervient à plusieurs niveaux. Ça peut être du démarchage agressif auprès des usagers, du démarchage mensonger, ça peut être des AMO malveillants, ça peut être de la fraude au devis, du surfacturage. Enfin voilà, il y a différents schémas qu'on connaît bien et qu'on essaye contre lesquels on a besoin de lutter, parce que si on veut que le dispositif réussisse, en fait, il faut éviter ça. Je veux dire, on ne peut pas se permettre d'avoir de la communication contre-productive quand on essaye de lancer une telle politique publique. Et donc, on voulait vous le remettre en visibilité parce qu'on a aussi besoin que tous les acteurs professionnels travaillent main dans la main sur ce sujet avec nous. Voilà. Merci infiniment, parce qu'effectivement, c'était très, très concentré. Merci Manon, merci Marie, et on va retrouver tous ces éléments d'information, encore une fois, qui vous seront diffusés maintenant et plus tard. On arrive à la fin, on a un peu débordé, c'est pas grave, on reste ensemble. Président, si tu veux bien nous dire quelques mots pour clôturer cette rencontre. Des mots très courts, pour qu'on ait le temps de prendre un pot quand même. Et un grand merci pour tous les intervenants. Moi, j'ai trouvé que c'était très dynamique et très clair. Je suis ravi de tous les sujets qu'on a vus. Ce sont des sujets pratiques. Quand on parle d'OPERAE, on voit qu'on peut faire des avancées. Quand on parle de la synergie publique-privée, alors chaque fois, c'est des petits pas. Mais il vaut tellement mieux faire des petits pas que de rester sur place, que je suis un président heureux d'avoir entendu tout ça, et j'espère que vous partagez ça avec moi. Donc je vous souhaite une bonne soirée et puis au plaisir de se voir là-haut. Voilà, merci à vous tous.